Peut-être une autre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut, et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est notre dernier épisode avant Cannes. Et oui, la semaine prochaine, à partir de mardi, vous allez avoir l'immense plaisir, la joie, un signe de nous avoir tous les jours dans les oreilles, ce qui convoque des images déplaisantes, Simon, je sais. Comme toujours, si vous êtes à Cannes, n'hésitez pas à venir nous voir, nous faire coucou, un bisou, ça nous fait toujours plaisir. De même, vous pourrez, et je vous l'annonce cette année, nous envoyer tout au long du festival des questions spéciales Cannes sur le 3615 sans trucage au singulier à gmail.com. Nous essayerons d'en prendre une par jour. Mais pour cela, du coup, j'aimerais anticiper un peu et évacuer tout de suite certaines questions qui reviennent, ne le cachons pas, un peu trop souvent. Donc, pour vous épargner du temps et pour nous épargner des réponses gênées, voici une petite liste de questions à éviter. C'est quoi votre film préféré du festival ? Bon, globalement, c'est celui qu'on a vu en entier sans s'endormir. Vous avez vu des stars ? Alors, on a vu quelqu'un qui ressemblait à quelqu'un qui connaissait peut-être l'attaché de presse d'une star, donc oui. Oui, ça se tient. Hein. C'est comment l'ambiance ? Vous imaginez un mariage de luxe où tout le monde déteste tout le monde, mais sourit sur les photos. Oui, c'est à peu près ça. Vous avez mangé au Carlton ? Alors non, on a mangé en face du Carlton, un kebab froid, il était bof, pas terrible. C'est glamour. Alors, nos pieds saignent dans nos chaussures, on a dormi 3 heures, on a bu du café dans un gobelet en plastique devant un tapis rouge à 400 € le mètre, et niveau transit intestinal, même l'Imodium ne marche plus, donc c'est glamour. C'est glamour. C'est glamour. C'est quoi la Palme d'Or selon vous ? Alors souvent, c'est le film qu'on n'a pas réussi à avoir en accréditation. C'était pas trop épuisant. Larme qui coule. Là, vous entendez pas, c'est la larme qui coule. Prochaine question. Vous avez des passes VIP. Alors, on a des passes qui nous permettent d'attendre dans une file légèrement différente avant d'être foulé quand même. Ça, oui. Voilà, c'est ça. C'est ouf d'être à Cannes. Alors, franchement, le premier jour, oui. Le troisième jour, on voudrait juste être en position fétale dans notre canapé avec une couverture et un film qu'on a déjà vu 7 fois. Et le tout est évidemment répandu sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis. Hello. Salut. Hello. Est-ce que vous êtes prêtes ? Non, il y a 1 milliard de fringues qui sont sur mon canapé en mode c'est quoi que je prends ? C'est quoi que je prends ? On constate. Je prends ça. Est-ce que 18 pantalons c'est assez pour 12 jours ? Je ne sais pas, vous aurez la réponse plus tard. Moi, ça va. Voilà. Moi, je suis rodé à force, mais... Pareil, moi j'ai décidé de toute façon cette année, pour des raisons écologiques, de tout faire avec le monokini de Borat. Donc, du coup, j'en ai prévu qu'un. J'ai eu une vision d'un seul coup, faut jamais... Non, n'imaginez pas ça. Non. Arthur ? Moi je suis chaud, ça y est, je suis chaud. Moi, on en reparlera à Cannes, mais j'ai un truc à vous annoncer, parce que j'ai été tiré au sort, j'ai été sélectionné pour faire partie des rares journalistes qui vont avoir accès à une nouvelle sélection dans la compétition parallèle. Oh waouh. Ouais, Et tu veux pas nous en dire plus ? Non, attends, vous saurez ça mardi ou sur mercredi. Ouais. Ah, ce teasing. Mais ça va être intéressant. Je pense que ça va être pas mal. J'ai beaucoup de chance. Moi, je suis très. Ça veut dire que mon travail a été reconnu pour une fois un peu. Je suis déjà jalouse. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. C'est fou. Vous Dans le bif, on en parlera mardi. D'ailleurs, puisqu'on parle de Cannes, un petit mot quand même pour les gens qui nous écoutent et notamment pour les abonnés. Nicole a dit dans l'introduction, donc rendez-vous est donné mardi 12 mai pour l'ouverture du Festival de Cannes. Mais si vous n'êtes pas abonné, en fait, le vrai rendez-vous, c'est le 13 au matin, puisqu'on sortira les épisodes le lendemain de leur enregistrement, histoire d'avoir un petit peu de temps pour voir les films et les enregistrer. Sauf si vous êtes abonné, puisque si vous êtes abonné, vous aurez accès aux épisodes dans la foulée de leur enregistrement, avec toujours quelques heures d'avance, y compris si vous êtes abonné soupe au chou. Voilà, c'est pour tout le monde. Et en plus, il y a un petit code promo qui normalement devait être disponible à compter du premier jour de Cannes, mais en fait, je vais le rendre disponible dès aujourd'hui, au moment où vous écoutez cet épisode, qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur 6 mois. Attention, ce code n'est valable que pour la formule Josiane 45 ans, qui est la plus avantageuse. Et donc la plus chère. Vous pouvez l'utiliser donc dès aujourd'hui, et ce code il est simple, c'est RST Cannes 26, tout attaché, tout en majuscule. Voilà, avec ce code là. Tu peux épeler Cannes.
Éplé Cannes. RFTTRNNHR. Merci. Mot compte triple. Le code est dans la description. Hein, et pour les gens qui ne sont pas abonnés, évidemment. Si vous êtes déjà abonné, si vous êtes déjà abonné, le code ne servira à rien. C'est pour les nouveaux. Et si vous le rentrez, c'est 40% de plus prélevé direct. Bande de fois jaune. Y compris si vous résiliez l'abonnement. C'est à vie. On retrouve votre RIB à chaque fois. Non, mais voilà. Donc RST Cannes 26 pour 10% de réduction pendant 6 mois. Si vous avez envie de nous soutenir, c'est le moment ou jamais. Enfin, c'est le moment, quoi. Et bien voilà, et pour nos petites Josiane chéries d'amour qui sont déjà abonnées et que nous aimons d'amour, même si elles ne bénéficient pas du code de 10% de réduction, eh bien cette semaine, dans notre épisode spécial, un maximum de douleur. Alors petit intermède, oui on va causer adaptation et jeux vidéo, c'est promis, mais d'abord on va se livrer à ce que j'appellerais une autopsie gangbang. C'est un examen médico-légal qui tend à découvrir pourquoi et comment un cadavre a réussi à devenir mort, mais qui accomplira cet acte de connaissance au mépris de toute forme d'élégance, de bon goût. Reprenons nos affaires. Le machin est irregardable, mais vraiment. Simon, un Max Payne, maximum de douleur. Oui, j'avais envie qu'on rigole un petit peu parce que après quelques épisodes à parler toujours de problématiques d'adaptation et d'interconnexion entre cinéma et jeux vidéo, je me suis dit tiens, juste avant Cannes, rigolons un peu. Et donc cet épisode d'après une histoire fausse est consacré à Max Payne. Un peu le jeu vidéo, mais aussi beaucoup le film, parce que c'est quand même une des pires adaptations jamais excrétées par Hollywood. Et donc j'ai fait un petit épisode, on va dire, je vous expliquerai au sein de cet épisode, c'est un bon prétexte pour vous abonner, ce que c'est qu'un gangbang critique. Waouh, ça fait un peu peur. Ouais, c'est globalement ça. C'est l'idée que vous vous en faites. Allez, on passe au programme de la semaine cette semaine. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses ? Oula, oh la vache. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses ? C'est la Watt. C'est l'amour. Ah, pardon. C'est l'amour. Et oui, c'est l'amour d'une famille recomposée, c'est l'amour à l'espagnol, c'est l'amour maudit des incels, c'est l'amour des grosses torgnoles bien mortelles, mais on commence par l'amour du pognon, l'amour du flouze, l'amour de la grosse moulaga. Parce que oui, quand on aime l'argent, on fait tout ce qu'on peut pour s'en mettre plein les popoches. Dans son nouveau film, le réalisateur britannique David Mackenzie nous plonge dans un cambriolage rocambolesque qui se déroule en parallèle d'une opération de déminage particulièrement sensible d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale en plein centre de Londres. Colonel. On a une munition non explosée à Westminster. Je vous transfère tout de suite les images. Seconde Guerre. On dirait une 500 kilos. Faut un périmètre de sécurité d'un rayon de 800 mètres. The Criminals de David Mackenzie, qui est le titre français, je précise, puisque le titre original est Fuse. Tout à fait. C'est vraiment encore un gros succès des traducteurs et du marketing. Qui normalement n'est pas évident à traduire. Non, puis qui n'est pas vendeur. Enfin, pour un public non anglophone, Fuse, c'est pas particulièrement vendeur. C'est du thé froid. Ah, elle est bien. Ouais. Ah, je l'aime bien. Pas mal. Avec Aaron Taylor-Johnson, Theo James et Sam Worthington. Simon, qu'as-tu pensé de ces criminels ? Je suis quelqu'un qui suit, on y reviendra plus avant dans la discussion, depuis longtemps le cinéma de David Mackenzie. Et moi, je l'aime pour deux choses. Ce metteur en scène, dont le nom est finalement assez peu connu, c'est premièrement, c'est quelqu'un qui a une grande versatilité. Il a touché à des genres, et même au sein de genres qu'il a visités plusieurs fois, à des types d'histoires très différents. Et c'est quelqu'un qui finalement ne s'intéresse qu'à ça. Bien raconter son histoire. Et à nouveau, j'y reviendrai quand on en parlera plus longuement. Pour moi, c'est un petit peu un Don Siegel contemporain. C'est un pur conteur. Et là, j'ai un film de casse, un film de braquage qui a pour unique prétention d'être un film de braquage. Et je trouve qu'il accomplit ça assez admirablement. Alexis. Je suis globalement raccord avec Simon. Je passe un moment délicieux devant The Criminals. C'était pas gagné au départ. On va pas se mentir parce que moi, je garde un souvenir assez passionné de Hell or High Water, qui était Comancheria en France, qui était sa relecture distancée et assez critique de la mythologie du western et du road movie par la même occasion, qui était un film assez léché, avec un sens de la mise en scène et du cadre véritablement impressionnant, qui effectivement rappelle entre autres le cinéma de Don Siegel. T'as raison Simon, on n'est pas tout à fait sur le même degré d'artisanat avec The Criminals. Tout à fait. Je trouve que le film est très brut, très rêche, et surtout je trouve que le film est trop court. Néanmoins, oui, le ride est assuré, le divertissement est assuré, et en plus on y reviendra, mais c'est un film vachement malin dans son écriture. Plus ou moins léché que l'anus de Simon. Oula, carrément. Vache, vivement Cannes. Ça dépend des jours. Sophie.
tout était écrit pour que je déteste ce film. Genre vraiment, j'étais en mode ah non, j'ai pas envie d'aller voir le film de garçon qui fait des casses. Donc au début, genre j'y vais presque avec un peu de mauvaise foi relative en mode c'est pas très beau, c'est pas très bien monté. Puis en fait, au bout d'un quart d'heure, j'étais complètement prise dedans parce que le rythme est à 100 à l'heure. Finalement, le montage, on s'y habitue. Je trouve qu'il a quand même quelques petites scories. Il bégaye un peu parfois. Il y a des effets de style pas nécessaires. Mais en fait, c'est tellement bien tenu au niveau du scénar que j'ai passé un vrai bon moment de divertissement. Et je parle pas que d'Aaron Taylor-Johnson pour le divertissement. qui a beaucoup mangé de bœuf aux hormones. Ça fait un moment. Ouais. Et c'était quoi son film Marvel là déjà Kraven le chasseur. Kraven le chasseur. Oui. Ça Ouais, son film. Non, moi j'ai passé un excellent moment aussi. On va être dithyrambique sur un film qui je sais pas s'il le mérite, mais moi je vais vous faire une petite confidence. Je pense que les films de braquage font partie de mes films préférés. Je trouve qu'il y a un truc dans ce que ça dégage, dans ce que ça raconte, dans l'énergie, même sur le fond, cette volonté de vouloir sortir, d'essayer de voler. Bref, il y a un truc qui moi me plaît énormément. Celui-ci a l'intelligence de ne pas être qu'un film de braquage. Et on reviendra dessus dans un deuxième temps, mais moi ce que j'aime énormément, c'est que le film s'ouvre sur une situation. On passe son temps à se dire ouais mais est-ce que ça c'est vraiment comme ça, et ça est-ce que ça c'est vraiment comme ça, et puis à un moment le film te dit alors non seulement tu te plantes, mais en plus tu te plantes x15 parce qu'il va y avoir sans mentir au moins 4 changements de paradigme, on va dire, pas vraiment des plot twists mais des moments où tu te dis ah en fait on bascule vers autre chose, ah tiens il y a d'autres types de personnages qui débarquent, ah tiens en fait ça devient un autre type de film, et ça c'est hyper plaisant parce que même si effectivement je vous rejoins, c'est un ride, c'est un truc, c'est une ligne droite, c'est très efficace. Putain, c'est sacrément inventif aussi dans le genre. Et aujourd'hui, faire un film de braquage, on a l'impression qu'on en a déjà vu 15 000. Donc, il faut s'inventer un peu. Là, on est face à un film qui réinvente vraiment le genre et ça fait du bien. Bah oui, je vais dire la même chose. Moi, les films, je suis un peu comme Sophie, les films de braquage, de garçons, genre dopés à la testostérone, ça m'ennuie vraiment. Mais écoute, il faut vraiment reconnaître que là, il y a un artisanat dans le divertissement qui est assez remarquable. Moi, c'est pas Aaron Taylor Johnson stéroïde qui m'intéresse le plus. Theo James est vraiment un acteur très intéressant, trouble, beaucoup plus complet et beaucoup plus incarné finalement dans son jeu que Taylor Johnson qui a quand même vraiment 2 expressions plus ou moins à son répertoire. Non, j'ai vraiment, c'est vraiment ce qu'on attend du cinéma de divertissement. Si tout était comme ça, on serait très heureux. Ah ouais, de ouf. Ouais, puis tu vois, pour parler un peu des acteurs, parce qu'effectivement, le casting dans son ensemble est vraiment bien trouvé, bien dirigé. Mais pour ce qui est, tu vois, de Taylor Johnson et de Worthington, qui sont quand même 2 acteurs plutôt orientés dans leur carrière vers le cinéma d'action et le cinéma de divertissement, on va pas se mentir, c'est 2 gros bourrins. L'un comme l'autre, ils ont une façon de jouer et d'exister devant la caméra qui est très brute de décoffrage. Washington encore plus, je pense, que Taylor Johnson. Et le problème, c'est que Hollywood sait pas utiliser ces gens-là. Il ne sait plus les utiliser. C'est-à-dire que, exemple, Sam Worthington, parce que c'est un acteur bourrin, on va le faire jouer dans des films débiles. Parce qu'il y a l'idée que la bourrinerie et la débilité, ça doit aller de pair. Donc le pauvre, il se retrouve à jouer dans Terminator 4 au début des années 2010, ou ce genre de conneries, tu vois. Et là, pour le coup, t'as des acteurs bourrins, mais qui se confrontent à un scénario qui est vraiment pas si simple que ça, qui, mine de rien, sont dans un environnement de cinéma un peu plus sérieux, un peu plus cérébral, parce que c'est pas juste que le film est bien écrit et bien rythmé, c'est que c'est un film qui est en tout point surprenant, en permanence. Et ça, c'est important de le dire, parce que il y en a eu des très grands, des films de braquage dans l'histoire du cinéma. Pour citer peut-être l'exemple le plus célébré, c'est Hit de Michael Mann. Il se trouve que Hit, en dépit du fait que c'est un film magnifiquement écrit, c'est pas du tout un film surprenant. C'est-à-dire que si t'es un tant soit peu attentif, au bout de 15 minutes, tu sais comment ça va finir. Oui, c'est une tragédie grecque. Voilà, c'est une tragédie, et tu sais que tu vas vers la tragédie, tu sais à quoi elle va ressembler, et c'est justement le fait d'y aller inexorablement qui donne au film toute cette charge. Là, je vous mets au défi de deviner comment le film se termine. C'est clair. Parce qu'il y a des retournements de situation de partout, il y a des ruptures de ton, il y a des changements de registre, il y a des distributions de focalisation qui changent en permanence. Il n'y a pas vraiment de personnage principal dans le film, par exemple. On passe très vite d'un perso à l'autre, d'un gang à l'autre, entre guillemets, et le film est hyper revigorant pour ça. Maintenant, je me permets d'exposer quand même cette réserve-là. Je pense que David Mackenzie est pas trop en odeur de sainteté avec le box-office. Et je pense que c'est compliqué pour lui de faire des films sur lesquels il a un vrai contrôle créatif. Comancheria en est un exemple. Comancheria, c'est un film sur lequel il a un contrôle quand même
très appuyé et très radical, et ça se sent. Là, moi, je suis persuadé que la première version du film frôlait les 2 heures. J'en suis persuadé. 98 minutes. Voilà, je suis persuadé que la prod lui a dit t'es mignon, mais ton film, faut qu'il soit plus dynamique, faut qu'il soit plus accrocheur, faut qu'il prenne moins de temps, faut que tu rabotes. Je pense que c'est le scénario original qui devait durer 2 heures, et qu'au niveau du budget, on lui a dit mec, il y a pas assez, va falloir couper. Oui, c'est possible. Mais ça va dans tous sens. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? À quel moment tu penses qu'il y a le montage du film. C'est-à-dire que moi, pour le coup, pour me souvenir justement du travail très méticuleux et très fin qu'il y avait sur le montage et sur le rythme des séquences dans Comancheria, je reconnais la patte de Mackenzie dans The Criminals, hein, c'est pas la question, mais vraiment le montage est hyper haché. Les plans durent en général quelques secondes. Parfois, il y a des raccords un peu étranges, presque des semi-sauts d'axe qui me semblent très bizarres, parce que c'est pas trop son univers de cinéma, comme Simon l'a dit. C'est vraiment un héritier de Don Siegel, et Don Siegel, c'est un artisanat racé, sec, mais maîtrisé. Et là, tu sens que t'as l'impression que le montage lui échappe par moment. Et c'est un vrai bémol, parce que pour le coup, je pense que le film c'est un bon film de cinéma, un vrai bon film, mais je pense qu'il y avait matière à aller encore 1 ou 2 crans plus loin que ça dans l'excellence, et je pense que David Mackenzie, il a la bouteille pour ça, et qu'on lui a pas laissé en fait le terrain de jeu nécessaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, dans l'absolu, mais entre Comancheria et ce film, il y a Outlaw King, qui a été, au moment où il a été produit, un des plus gros budgets de Netflix, avec Chris Pine et déjà Aaron Taylor Johnson. Avec Chris Pine. Oui, avec Chris Pine, absolument, qui est un film sur l'indépendance, tentative d'indépendance médiévale de l'Écosse. Moi, qui est un film que j'aime beaucoup, que je tiens en très haute estime, mais qui a été un bide cosmique. Ça a failli littéralement arrêter sa carrière. Après ça, il a fait quelques épisodes de série. Il a réussi à se remettre en scène avec Relay, qui est sorti il y a quelques semaines dans la totale ignorance du public français. Et nous compris, hein, par ailleurs, on n'a pas pu en parler. Mais qui économiquement s'en est pas trop mal sorti, en termes d'audience, en termes de plein de choses, et qui a dû, au cours de sa production, j'ai envie de dire, presque permettre The Criminals. Relay, c'est un de ses plus mauvais films, mais un de ses films, c'est son film le moins intéressant, je trouve, notamment en termes d'écriture, mais ça me permet de parler un petit peu de sa carrière, parce qu'on a dit qu'il avait beaucoup de versatilité. C'est un type qui a fait Toy Boy, un truc qui n'a pas marché, mais qui a été vendu comme une comédie romantique, alors que c'est une des comédies acides et noires les plus terribles sur l'amour et le sexe à Los Angeles. Il a fait Perfect Sense, qui est une tragédie de science-fiction d'une sensibilité absolument incroyable. Il a fait, c'est le titre français, mais il est terrible, Rock and Love, que je tiens pour être une des meilleures comédies romantiques de ces 30 dernières années, qui se passe à Glastonbury, entre une superstar à la Frangin Jonas et une petite punkette super vénère, et c'est absolument incroyable. Il a fait, donc on l'a dit, Comancheria, etc. Il a fait à point fermé Startup, qui est une tragédie pénitentiaire entre un fils et son père qui se retrouvent dans la même prison, donc on imagine plein de trucs. Ben Mendelsohn et Jack O'Connell qui jouent dans 28 ans plus tard, tu sais. Pas mal. C'est un sacré film aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il est habitué à changer de genre. Il est habitué à changer de typologie de film, de typologie de production et de budget aussi, et ça se retrouve dans The Criminals. C'est aussi pour ça, je pense qu'il a autant de souplesse. C'est qu'il sait passer du film de braquage au film de gangster, à l'intrigue policière, au film parano, à plein de trucs. Il a déjà toute cette grammaire, il la maîtrise. Et c'est pour ça qu'il y arrive aussi bien. Et puis enfin, et j'en terminerai là, je trouve qu'il a une idée brillante. En gros, au moment où arrive The Criminals aujourd'hui, le film de braquage, c'est 2 choses. C'est d'un côté l'héritage de Guy Ritchie et un peu Matthew Vaughn. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est Arnaque, crime et botanique, c'est Snatch. Et puis c'est... j'ai envie de dire, allez voir tout simplement l'incroyable épisode de Rick et Morty où on se moque des films de braquage et de comment on réunit une équipe. Et en fait, l'incroyable idée de The Criminals, et je vous en dirai pas plus sur ce que c'est que l'intrigue du film, c'est un film de braquage, mais qui commence au moment du braquage. On vous a pas dit qui était dans l'équipe, on vous a pas dit quel était le plan. Et on vous a pas dit ce qui braquait. Oui, voilà. Mais donc, par conséquent, vous vous demandez en permanence quelle est la nature de ce que vous voyez. Ces flics-là, ils font semblant d'être flics. Ces gens-là, ils sont vraiment dans l'équipe. C'est quoi ? Est-ce que le plan se passe comme prévu ou pas ? Voilà, ça. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que donc, il y a 2 événements simultanés. Il y a le déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale en plein cœur de Londres et ce braquage. Les 2 événements sont simultanés. Et pendant très longtemps, sans qu'on comprenne les raisons de cette simultanéité. Et je trouve que c'est ça l'un des points très très forts de ce film, c'est que il faut du temps avant de se dire mais c'est quoi le plan ? Je veux dire, qui fait quoi ? Est-ce qu'il y a un plan ? Est-ce qu'il y a un plan ? Et est-ce que c'est un hasard ? Et pourquoi ? Et du coup, en fait, le film va ne cesser de s'agréger comme ça. Tu te dis bien que c'est pas un hasard, mais à quel niveau se fait la connexion ? C'est ça. Voilà, ça. Et c'est ça qui est assez brillant. Et au moment où tu as l'impression d'avoir compris
comment justement l'édifice tenait, le film C'est n'arrête ça. pas de se déconstruire. C'est Et ça, c'est quand même assez brillant. C'est marrant, moi, je vais vous dire un truc qui va vous faire hurler, mais je crois que moi, l'un de mes films de braquage préférés, c'est Les Demoiselles Rochefort. Non, c'est Inside Man. Ah, de Spike De Lee. Spike Lee, Ouais. que j'aime vraiment beaucoup. Moi, j'aime pas trop celui-là, mais. Moi, j'aime beaucoup, je te rejoins aussi un peu. Mais qui est presque un anti-film de braquage. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Il renverse tellement Ouais, les c'est codes le du but, hein. dispositif qu'au bout du compte, il s'en éloigne très fort, très vite. Moi, c'est Ocean's 8. C'est faux. Voilà. Par contre, j'adore Ocean's 11, qui est peut-être mon film de braquage préféré parce que c'est le film le plus divertissant du monde. Mais celui-là l'est beaucoup aussi, pour faire une petite transition. Et je pense que c'est ça qui est vraiment implacable dans le film. C'est bizarre parce que le rythme du film, c'est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. C'est-à-dire que je trouve que le montage scénaristique, Alexis parlait déjà un petit peu du scénario, vous savez que c'est ce qui m'attrape en premier dans un film. Et là, je trouve qu'il y a une manière de caractériser les personnages tout en laissant du mystère, tout en faisant une progression de caractérisation en fonction des situations et en même temps un ralliement de cordage scénaristique. En fait, c'est vraiment construit comme une explosion nucléaire, quoi. On va avoir plein de petites poussières qui vont se relier entre elles au fur et à mesure du récit. Et c'est une écriture extrêmement difficile parce qu'elle paraît linéaire, en même temps elle l'est pas sur tous les plans. Et donc moi je trouve que c'est vraiment ça parce que pour être un peu la pisse froid, il y a quand même, je trouve, un vrai souci de photographie notamment dans le film. Je trouve que le film est quand même globalement un peu bâclé. La photographie est très fade. Elle est très fade, on dirait flat, vraiment elle est Et en même temps, je sais pas si tu vois, si tu la stylises trop, j'ai l'impression que tu enlèves beaucoup de l'intensité. Il y avait peut-être un juste milieu à trouver. En fait, et je trouve que ce petit bâclage, d'une certaine manière, on peut le voir notamment dans dans une des scènes de fin, où il y a justement un effet numérique un peu dégueulasse avec un fond vert mal incrusté. Oui, tout à fait. Et c'est là où je me dis, je sais pas ce qui s'est passé, mais pourquoi je suis un tout petit peu déçue, c'est parce que je vois à quel point le film m'a accroché, alors que c'est pas mon univers, mais à quel point c'est tellement de la dentelle en manière d'écriture, tout simplement, que je me dis, s'il y avait eu un petit peu plus de travail sur la forme, le film aurait pu être un film culte. J'ai vu le potentiel à pas grand chose d'être ce film que tout le monde se recommande. T'as vu le grand nouveau film de braquage, et là je trouve qu'il manque un peu de polissage. Je trouve qu'en réalité tout le monde joue très bien et ils sont pile à la bonne place, et malheureusement, et c'est moi qui dis ça, c'est la forme qui pêche un peu. C'est dommage, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est pour le coup un vrai problème de budget. Mais sans doute. Tu vois, parce que quand tu regardes un peu les notes de production, le film s'est fait extrêmement vite. Ouais. Et je pense qu'à un moment, c'est juste des acteurs qui ont lu et qui ont dit « Ah non, mais si, vas-y, en fait, ça tient le coup ». Ce qui lui a permis d'avoir suffisamment d'oxygène, entre guillemets, pour faire le film. Mais je pense, à mon avis, ils sont ric-rac sur tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste avant de te donner la parole, Arthur, parce qu'après j'aurais en vrai plus grand chose à dire sur le film. C'est ça que ma petite déception, c'est que je me dis waouh, si ce mec-là avait eu un contrôle artistique total sur son œuvre et sur son scénar, qu'on sent à quel point il l'a pensé, à quel point il a. En plus, je sais qu'on projette beaucoup sur ça, mais j'ai l'impression que tout le monde est très investi. En tout cas, tout le monde fait vraiment le taf. Et donc je me dis, ça, si on avait eu genre le bon budget, le bon accompagnement, peut-être la bonne prod, peut-être le bon distributeur, peut-être que le film aurait pu être vraiment 2 crans ou 3 crans au-dessus, avec pas grand-chose qui manque. Et je crois que c'est là ma frustration, parce que je passe encore une fois un excellent moment de divertissement, mais je pense qu'on est vraiment à pas grand-chose d'avoir un très grand film. Ouais, je suis d'accord. Et j'en profite pour juste ajouter cette petite pierre à l'édifice. Je le dis pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore vu le film, et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'objections à ça autour de la table. La scène finale est totalement nulle. Mais vraiment complètement. C'est-à-dire que moi, je suis pas tout à fait d'accord. La scène finale, c'est-à-dire, tu veux dire le flashback. L'explication. Voilà, le truc qui t'explique qu'est-ce qui connectait tout. Ce qui est totalement nul, je crois pas. Mais c'est un peu en dessous. 2 énormes problèmes avec cette scène-là. La première, c'est qu'elle m'explique des trucs que j'ai déjà compris. Ça, c'est quand même un énorme pépin. Et surtout, là, pour le coup, formellement, t'es au-delà des limites budgétaires du film. Très clairement, ça se voit, ça fait cheap. Et c'est dommage. Parce que le film, jusqu'à présent, il a des défauts. Il est peut-être un peu trop aride, mais il fait pas cheap.
Et là, il le fait. Moi, je sais déjà que si je revois le film, et je le reverrai certainement avec grand plaisir. T'arrêtes avant. Je pense que je coupe avant la scène de fin. Parce que c'est une elle vraie ne fin, m'apporte rien. Par Oui, c'est ailleurs, une vraie conclusion, il y a bien une sûr. vraie conclusion. Hein. Bien sûr, mais elle m'apporte Mais une rien. conclusion avant la conclusion. Oui, c'est ça. En fait, il y a deux fins, mais la deuxième est un peu plus facultative. Moi, je te rejoins là-dessus. Non, moi je vais faire court parce que vous avez tout dit et qu'il n'y a pas mille trucs à dire sur le film. Moi, il y a un point quand même, c'est. Tu l'as dit, Simon, le film a été fait très vite, il faut le dire. Hein. En gros, il a été présenté au marché du film à Berlin en 2024. Donc, c'est grosso modo février-mars. Le film a été tourné en juillet. Donc, c'est-à-dire qu'il a été financé en 3 mois. C'est rapide. Même pour un marché pas vraiment hollywoodien, parce que c'est un film anglais, mais bref, c'est rapide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'argent. Le budget n'a pas été communiqué, c'est pour ça que je dis cette information. On ne sait pas combien il a coûté. Ce qu'on sait, c'est qu'il a rapporté 3 millions au box-office pour l'instant. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, pour moi, c'est un objet qui est trop malin pour être un film de plateforme, mais qui a stylistiquement un peu ce tampon-là. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, on l'a dit, en termes d'écriture, par ailleurs, c'est pas un scénario de Mackenzie. Hein. C'est un scénario de Hoskins. Mais bref, c'est un film qui... Voilà, je veux pas que vous vous emballiez, que vous croyez que vous allez voir le chef-d'œuvre du siècle, parce que c'est objectivement pas le cas. Le film a plein de scories, on l'a dit, mais par contre, c'est vrai qu'en termes d'écriture, pour les gens qui, comme certains d'entre nous aussi, aiment vraiment cette notion de braquage et comment on peut essayer de la remodeler, de la modifier, de l'amener ailleurs, et qui aiment juste aller voir des espèces de thrillers d'action qui partent dans tous les sens, parce qu'on a cité Heat, on a cité Ocean Eleven, il y a du démineur aussi, enfin je veux dire, c'est des références qui sont éloignées quand même, si on parle de démineur Ocean Eleven, quoi. Et pourtant, ça fait sens, et pourtant, c'est cohérent, donc à ce niveau-là, moi, je peux qu'encourager les gens d'aller le voir en salle, parce que, justement, si on n'y va pas, c'est le genre de film qui ne sortiront plus que sur Prime Video, et ça, c'est fort dommage. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Arthur. Je dirais un truc peut-être pour conclure, c'est que il faut aussi avoir une certaine envie, un certain appétit, pour ne pas dire un certain culot, pour reproposer un film de braquage aujourd'hui. C'est-à-dire de se dire, je vais vraiment faire un heist movie, c'est un vrai film de braquage, sans tomber dans le cliché, sans revenir, c'est-à-dire vraiment en proposant... Montons notre équipe avec Joe le serrurier, machin le mec bizarre et Bidule la meuf rigolote. Tu vois, c'est l'anti... comment s'appelle le film pourri avec les magiciens, là, tu vois, Insaisissable. Voilà, c'est l'anti-ça, ouais. Voilà, c'est l'exact anti-ça. Démolissable. Voilà. Et du coup, c'est tenu... et rien que pour ce geste-là et pour cette originalité-là, ça vaut le coup de se payer le plaisir et le confort d'un divertissement honnête, qui se fout pas de la gueule des spectateurs, qui a été bien pensé et qui vous donne exactement il faut le prix de sa place, une vraie jouissance du spectacle qu'on vient vous proposer. Mais et puis j'ajouterai un tout petit truc, je suis d'accord avec toi Alexis quand tu disais que t'en aurais bien pris un peu plus. Mais enfin, moi, qu'est-ce que je suis heureux de voir un film d'1h38, générique compris, qui m'a raconté son histoire en entier, qui l'a tenu, qui m'a tenu dans un état de stress, d'excitation, d'intensité à ce point-là, et qui m'a pas fait un moment genre, bon bah là c'est ma scène de dialogue rigolote et méta. Enfin, oui, grave, non, ça c'est vrai. Merci quoi, merci de me raconter un récit à l'os et d'avoir pas une autre ambition que de bien me raconter une bonne histoire. Qui est premier degré tout du long, quoi. Allez donc voir The Criminals de David Mackenzie avec Aaron Taylor-Johnson, Theo James et Sam Worthington notamment, et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt profité d'un déminage pour braquer une banque ou profiter d'une diarrhée explosive pour ne pas mettre de slip blanc. Là, tu parles toujours de Simon Hakan ? Oui. Moi, je peux faire les deux. Ah, la famille recomposée, le remariage, la religion, les enfants, Laure Calamy et Vincent Macaigne. Si tous ces mots vous donnent instantanément la nausée ou un haut le cœur, il va peut-être vous falloir faire un effort particulier pour aller voir C'est quoi l'amour, qui, outre le fait d'être le pire titre de comédie de ces 20 dernières années, cumule à lui seul plus de signaux d'alarme qu'un mail de phishing, une affiche avec des gens qui sourient trop, une bande-annonce avec une chanson à la guitare et un synopsis qui contient le mot attachant. Et pourtant... Moi, c'est Marguerite. Dans ma vie, il y a Sofiane et notre fille Raphaël. Les petits copains, les devoirs, le sport, tout rentre pas. C'est pas les petits copains, c'est le petit copain. On peut parler tous à la maison. Merci. C'est quoi l'amour de Fabien Gorjard avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry et Lies Salem. Sophie, toi, notre experte en rom-com, qu'en as-tu pensé ? Mais trop pas. Surtout. Et vous verrez. Vous n'avez pas encore entendu la saga de l'été. Vous êtes pas gentil. Vous seriez bien embêté que je démissionne juste avant Cannes. Hein, c'est vrai. J'ai trouvé ça charmant. Genre, j'ai vraiment passé
un excellent moment devant ce film. Et c'est déjà j'aime beaucoup, pour le coup j'aime beaucoup le cast et particulièrement j'étais hyper contente de voir Grégoire le Prince Ringuet, que j'aime beaucoup. Si vous connaissez mon amour pour les chansons d'amour, c'est un acteur que j'aime depuis longtemps et il est incroyable en prêtre, il est très rigolo. Non, en fait ce qui est fou avec ce film, et je vais la faire courte, c'est que c'est pas une comédie qui nous force à rire avec des effets gaguesques, mais plutôt une espèce de comédie de mœurs sur littéralement son titre. En fait, c'est quoi l'amour familial, la nostalgie amoureuse, comment on peut faire littéralement vivre tous ces sentiments au sein d'un même groupe d'humains qui part quelque part. Et finalement, moi, il y a une grande tendresse qui se dégage de ce film, avec une grande justesse, notamment sur la nostalgie entre Laure Calamy et Vincent Macaigne. Et c'est vraiment une très très jolie surprise. Arthur. Moi, je suis qu'à moitié surpris que ce soit aussi bien, parce qu'en fait, il faut rappeler, Fabien Gorjard, il avait déjà sorti La Vraie Famille en 2021, qui, moi, m'avait beaucoup plu, et je sais que je ne suis pas le seul, quand bien même je vois le faciès de Simon Rio. Et on a découvert la bande-annonce avec Sophie, on était ensemble en salle quand on l'a vu, et en fait, on s'est dit, oh, ça a l'air sympa, ça a l'air mimes, plus que ce que la bande-annonce ou le titre n'en laissait paraître. Et bien, je trouve le film encore meilleur que ça, parce que la bande-annonce nous laisse à croire que ça va être juste quelques gags. En fait, quasiment tous les gags du film sont vraiment dans la bande-annonce. En fait, le film est plus que ça. Le film, c'est vraiment, comme tu l'as dit, une réflexion sur l'amour à des endroits assez inattendus, et que je trouve vraiment très bien écrite, en fait. Il y a plein de problèmes techniques qu'on parlera plus longuement après, mais concrètement, en termes d'écriture et d'incarnation, je trouve ça vraiment super. Moi, je passe un excellent moment. Mais je pense que c'est très important de ne pas parler du film comme d'une comédie. C'est un film sur l'amour. Alors, le titre est abominable. La bande-annonce, c'est pas facile. Mais c'est un super film sur l'amour. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas un film qui veut toucher à un truc terrible, arriver à un niveau de finesse incroyable. C'est un film utopique sur l'amour qui pose une question très simple et qui répond très bien, moi, d'une façon qui me touche énormément. Et si l'amour, plutôt que être des amours successifs? J'ai quitté une personne, maintenant je commence une autre histoire. Est-ce que ce serait pas plutôt quelque chose qui s'accumule? Tiens, cette histoire s'est terminée, une autre commence, elle ne la remplace pas, elle vient après, en plus, et comment on vit avec ça? Je trouve que le film traite ce sujet avec un optimisme, une utopie et une humanité, moi, qui m'ont fait vraiment chaud au cœur. Alexis. Je pense que Simon a raison quand il dit qu'il faut pas le vendre comme une comédie, même si je trouve de fait le film très drôle. Mais en fait, je pense que ce film-là... Mais c'est pas un film à gag. Non, c'est pas un film à gag. Et justement, la réussite de ce film-là, parce que je le trouve aussi globalement réussi et attachant, c'est qu'il évite l'écueil dans lequel tombent 90% des comédies, y compris des bonnes comédies, qui est de vouloir être marrant tout le temps. Voilà. À chaque séquence, faut qu'il y ait un truc marrant, faut qu'il y ait une petite réplique, faut qu'il y ait un petit gag, faut qu'il y ait une petite chute, un truc un peu absurde. Faut toujours stimuler le spectateur. Bon, lui assume que non, puisqu'il envisage de raconter une histoire qui est quand même qui a un semblant de vérité en elle, ça peut pas toujours être drôle. Des fois, il y aura des dialogues un peu pesants. Des fois, il y aura des situations tristes. Et on va les assumer comme telles, et on va les vivre comme telles jusqu'au bout, et on va pas les parasiter avec des gags. À partir de là, le contrat est rempli. Et en plus, j'en termine là pour ce premier tour de table, on voit quand même beaucoup de comédies qui ont des pitchs à peu près similaires ces derniers temps, et qui ont des pitchs qui renardent un peu. Là, pour le coup, d'imaginer un couple qui est obligé d'aller au Vatican pour faire annuler son mariage, pour que l'autre puisse se marier avec sa nouvelle meuf, qui se trouve être une folle de Dieu, jouée avec brio par Mélanie Thierry. Pour changer. Avec qui? Avec brio. C'est un copain à moi. De fait, rien qu'avec ça, le film déjà nous installe dans une atmosphère et un environnement original, et il le tient bien. Les cases sont cochées, donc c'est un chouette divertissement familial. Franchement, je regrette pas d'avoir payé pour voir ce film-là, quoi. Et dans cette définition de l'amour, est-ce que c'est vraiment toutes les formes d'amour, c'est-à-dire l'amour conjugal, l'amour filial, la philotie également? Ding ding. La philotie. C'est l'amour de soi-même, la complaisance pour soi-même. Ou alors c'est quand tu veux voter pour Édouard Philippe. C'est peut-être la seule forme d'amour un peu absente du film, peut-être, d'ailleurs. Parce que c'est pas des personnages qui s'aiment beaucoup eux-mêmes. Non, pas trop. Et c'est ce qui les rend intéressants, d'ailleurs. Moi, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des formes d'amour qui sont traitées dedans, mais qui sont juste presque survolées, et ça rend la chose beaucoup plus forte. Il y a un personnage qui arrive un peu plus tard dans le film, qui est celui interprété par Céleste Brunkel, qui du coup est la fille
du premier mariage, de l'union entre Laure Calamy et Vincent Macaigne, et qui du coup, elle est grande, hein, parce que justement, leur amour même de famille un peu plus proche géographiquement, il n'existe plus. Elle fait ses études en Crète, elle vit sa vie, elle commence sa vie de femme amoureuse. Et puis là, donc du coup, elle aussi, elle expérimente une autre forme d'amour. En plus, un amour lesbien qui est hyper bien traité dans le film. En plus, je trouve ça adorable. Et quand elle vient présenter sa meuf à ses parents et qu'elle a envie, un peu comme une enfant, de retrouver l'amour parental de quand elle était petite, c'est hyper beau, c'est hyper doux. Et ça, en fait, c'est pas central. Et c'est super que ce soit pas central. Ça arrive à un moment où, en fait, n'importe quel scénario aurait dit « Ok, là, c'est le moment du drame, ou c'est le moment du quiproquo. » Et plutôt que Et c'est là où on va faire des problématiques dans cette famille. Et finalement, non, c'est d'ajouter une autre forme d'amour qui vient se greffer et de le traiter comme un élément en soi. Et c'est vraiment, moi, c'est un passage qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup émue. Il faut vraiment parler à l'équipe marketing parce que ce que vous me dites me donne envie de voir le film, alors que vraiment, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai genre il n'y a pas moyen que j'aille passer 1h45 à regarder cette bouse. La bande-annonce m'a vraiment littéralement dégoûté de l'envie d'aller voir le film. Ah mais je pense que tu aurais beaucoup aimé. Et puis tu vois par exemple un truc, et je le dis à dessein, le personnage de Vincent Macaigne, qui est séparé et en bons termes et depuis longtemps de Laure Calamy, va donc se marier avec Mélanie Thierry. Lui n'est pas un croyant, mais elle a la foi, quoi. C'est une grenouille de bénitier. Et donc, elle veut l'épouser. Et pour l'épouser, pour faire un mariage catholique, ils doivent faire annuler leur premier mariage. La famille de Laure Calamy dit c'est l'occasion de faire quand même un voyage à Rome, on n'a jamais fait ça. Moi ça me va, j'ai refait ma vie, je suis bien, je suis en couple, je suis en famille. Bien sûr, je suis OK pour qu'on annule notre mariage. Et en fait, du coup, ça va permettre de jouer deux choses en même temps. À la fois de regarder ce couple qui a un rapport au spirituel qui est différent mais très intéressant. Lui, il va se marier catholiquement, alors qu'il n'en a rien à foutre, mais il va le faire par amour. Elle, par amour, elle va épouser un mec qui n'est pas catholique, qui avant était avec Laure Calamy, pour citer un remarquable bluesque sur Blue Sky, Laure Calamy qui ressemble à cette tata qui sent la croquette et te fait fumer ton premier joint. Pour la catholique, c'est pas facile. Et en même temps, elle va devoir l'accepter. Et en même temps, pour la famille de Laure Calamy, c'est l'occasion de découvrir que se faire retirer des fichiers du Vatican, c'est pas facile. Et donc, il y a une partie de cette famille pour laquelle tout ça est très joli et très drôle, et une autre pour laquelle c'est quand même moins évident. Et le film traite les deux. Et il les traite, sinon à égalité, en tout cas, parce que après tu suis une ligne narrative, mais avec tout autant d'importance, et il reconnaît les sentiments de chacun. C'est vraiment un film qui n'arrête pas de te dire, encore une fois de manière un peu utopique, c'est ce que je disais en premier lieu, mais l'amour, ça peut être une accumulation, et pas ni une soustraction, ni une opposition. Et quand bien même c'est utopique, quand c'est bien raconté, bien fait, c'est comme un conte de fées, ça fait beaucoup de bien. Arthur, pour conclure. Non, mais je rejoins aussi ce que disait Alexis au tout début, parce que c'est vrai que c'est pas un appareil de comédie romantique habituel de parler de l'amour, le mariage religieux, etc. Moi, j'avoue que je ne connais rien. Je suis athée, j'ai jamais été dans cette éducation-là, et donc je découvre, même si j'imagine que tu ne marches pas dans la paix du Seigneur ? Non, pas du tout. J'ai cru que tu allais faire une blague sur les proutes, excuse-moi, j'étais décompensé dans la paix du Seigneur. Ah, pardon. Bref, je pense que le film va tirer des cordes volontairement de manière un peu grossière, mais c'est hyper intéressant ce que ça raconte sur l'annulation d'un mariage, ce que ça veut dire dans la religion, ce que ça veut dire dans ta vie de couple, ce que ça veut dire par rapport à la fille que tu as eue, ce que tu es obligé de faire pour dévaloriser une histoire d'amour qui a pas été forcément si désagréable que ça, mais que tu dois dévaloriser parce que sinon l'Église ne peut pas l'annuler, quand bien même il y a de la mélancolie, de la nostalgie qui viennent s'ajouter là, comme le disait Simon. Moi, je suis vraiment d'accord sur ta vision sur l'accumulation, mais l'Église, elle est là pour te dire non. Si tu n'as aimé cette personne, tu la maries. Si tu n'en veux plus, c'est que tu ne l'as jamais aimée. Bah non. Oui, si tu annules, c'est que tu annules. Et en fait, je trouve que ça apporte plein d'éléments auxquels j'avais jamais pris conscience, parce que tout simplement, c'est un truc qui m'intéresse pas spécialement. Et puis, je rejoindrai juste Sophie, je conclurai là-dessus. Il y a l'arc de Céleste Brunkel qui est effectivement très joli. Il y a l'arc de l'autre fille, de la deuxième union qu'a eu Laure Calamy, qui est donc Raphaël, qui est avec aussi... Ilyes Salem qui est super, je tiens juste à le préciser. Ilyes Salem, comme d'hab, on n'en parle pas assez de ce comédien, il est incroyable. Il était déjà dans La Vraie Famille par ailleurs en 2021, mais oui, et en fait, tous ont un peu leur arc, mais tout fait sens. Et tout est logique. Et quand même, il y a une trajectoire qui est commune, qui est il faut que les deux, là, ils annulent leur union en mariage à l'église. Et ben, ça permet un peu à chacun d'exister. Et puis pour terminer, Mélanie Thierry, on la connaît pour ses rôles dramatiques, durs, Mariana, le fils de récemment, etc. Là, elle est drôle. Pas tout le temps, hein. Pas tout le temps.
mais parfois elle l'est vraiment. Putain, ça fait du bien de voir qu'elle est capable de fournir ça aussi. Et elle y arrive vraiment bien. Parce que, on l'a dit, c'est pas une comédie dans le sens où il y a des gags toutes les 3 secondes, mais il y a des séquences vraiment drôles. Bah, c'est quand même La Folle du Curé, quoi. Et il y a une séquence de traduction. Il y a une séquence de traduction qui est mi-drôle, mi-grinçante, mi-gênante, qui fonctionne hyper bien grâce à elle. Et franchement, elle le tient vraiment bien. Ils le tiennent tous bien, ils jouent tous vraiment bien. Hein. Quand bien même... il y a des petits pétouilles à gauche à droite, mais voilà, franchement, moi j'ai passé vraiment un très très bon moment là-dessus et le film est beaucoup plus malin que ce qu'il le marketing nous pouvait espérer. C'est bien que tu finisses là-dessus parce que j'aimerais juste ajouter un petit point là-dessus. Croyez-moi sur parole que je ne suis pas le dernier à taper sur le marketing quand je vois chaque année des films qui, à mon sens, ont le potentiel de rencontrer leur public et qui ne le rencontrent pas parce qu'ils ne sont pas bien vendus, voire dans certains cas pas vendus du tout. Je pense qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix. Parce que faut pas oublier, et on peut le déplorer, c'est mon cas, mais la plupart des comédies françaises qui font beaucoup d'entrées et qui font beaucoup d'argent et qui permettent à l'industrie du cinéma de fonctionner, bah, c'est pas les comédies les plus affûtées du tiroir, quoi. Donc d'avoir une bande-annonce qui te vend surtout l'aspect comédie, un peu poète-poète, c'est effectivement, ça rend pas justice au film du tout. Et si ça peut permettre mais ça va, en fait, c'est ça va peut-être ouvrir les portes à un certain public qui ne serait peut-être pas venu si la bande-annonce avait été plus fidèle à ce que le film propose et qui vont peut-être se laisser agréablement surprendre par le résultat final. Donc en vrai, ça fait un peu chier, ça fait un peu grincer les dents, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée en vérité. Et vous posez tous la question, est-ce que j'ai conseillé le film à ma grand-mère ? La réponse est oui. Évidemment. Donc vous pouvez le conseiller au L'autre vôtre question, aussi. Sophie, c'est est-ce que je suis le seul à avoir pleuré à la fin ? Non, j'ai pleuré aussi. Mais c'est vraiment émouvant. Le film C'est va vraiment vers l'émotion. C'est attendu, tu sais qu'on va par Ouais, là, mais ça fonctionne. Ça marche. Très très bien. Ça marche. Très très bien. Le discours ? Bah bien sûr. Bah oui. Et ça marche, ça fonctionne. Eh bien, c'est donc, vous l'aurez compris, ce que c'est que l'amour. J'espère que vous l'aurez compris. C'est quoi l'amour de Fabien Gorjard avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Mélène Diry, Elias Salem. Allez donc le voir puisque tout le monde a aimé. À part moi, qui ne l'ai pas vu. C'est un et vous home pourrez run, nous dire. en vrai, hein. Non, parce que parce qu'il n'a pas vu. Ah. Mais oui, en revanche, le criminel, c'est quasiment un home run. Enfin, Quasiment. C'est prêt à un home renounet. Bref. Rome renounet. Et vous plutôt partir à Rome avec votre ex pour faire annuler votre mariage à l'église ou juste ne jamais vous marier avec Vincent Macaigne. Il faut, vous ne le savez peut-être pas, mais il faut parfois peu de choses pour lancer un film. Parfois, il suffit d'un drôle de jeu de mots. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé qu'en espagnol, mon amour se dit mi amor. Oui. Mi amor, ça sonne exactement comme mi à mort, en 3 mots, exécuté quoi. Apparemment, c'est tout ce qu'il a fallu à Guillaume Niclou pour se lancer dans son nouveau long métrage. Romy, c'était super. Tu veux boire un verre ? J'aimerais bien, mais je cherche ma copine. Mi à mort de Guillaume Niclou avec Pomme Clémentieff et Benoît Magimel où l'on suit le parcours de la DJette Romy, partie mixée aux Canaries avec sa meilleure amie qui va disparaître sans laisser de traces la nuit de son mix. Arthur, ça n'a pas exactement été ta tasse de thé. Putain, c'est chaud. Non, mais je vais être honnête. Je trouve que l'image est assez belle. Vous me connaissez, je suis quelqu'un j'essaie de trouver le positif à chaque fois. Je trouve que l'image il y a quelque chose qui se passe au niveau de la couleur. Il y a un travail sur, je sais pas si c'est l'étalonnage, la colorimétrie, le travail qui est fait sur l'éclairage. Enfin, je pense pas que ce soit l'éclairage parce que ça m'a l'air d'être beaucoup du naturel. Mais bref, c'est assez beau à regarder par moment. Je veux dire, les scènes en extérieur, c'est ouais. Je galère à trouver du positif. Le film. Mais non, mais tu t'en sors. Purge. Une purge. On m'avait prévenu. Moi, je trouve que le film est une catastrophe. J'ai rarement vu des dialogues aussi bêtes jouer aussi mal. Et vraiment, on en a vu pourtant des bousins. Même la tour de Guillaume Niclou. Non, la tour, c'est bien pire. Ça n'a rien à voir. Sur le fond, la tour est bien plus compliquée. Dans l'exécution, je sais pas. Industriel qui a été fabriqué dans des conditions terribles. Ouais, mais là j'ai un problème, c'est que le film a été vraiment construit sur le fait de on va donner pour la première fois en France, dans un film français, un premier rôle à Pomme Clémentieff. Et c'est très bien, parce qu'il faudrait qu'on puisse donner des rôles en français à Pomme Clémentieff. Elle n'est pas que Gamora dans les Gardiens, pas Gamora, Mantis dans les Gardiens de la Galaxie, ou celle qui parle pas dans les Missions Impossibles. C'est Paris, une actrice. Elle s'appelle Paris dans Mission super. Impossible. Les scénaristes. Moi, je suis très triste parce que petite tambouille interne, j'ai interviewé Pomme Clémentieff avant le Festival de Cannes l'année dernière pour raconter justement l'aventure Mission Impossible. Elle venait tourner le film. Elle m'a dit ah ouais, Mission Impossible. Et puis, je viens tourner mon premier film en français. C'est avec Guillaume Niclou, c'était aux Canaries. C'était trop bien. J'ai trop hâte que ça sorte. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour elle parce qu'elle mérite mieux que ça. Et je dis pas que le film est. Sur le fond, le film
pourrait être intéressant, je le trouve juste totalement bête et il veut raconter des choses qu'il ne sait pas faire. Mais surtout, moi j'ai hâte d'avoir votre avis parce que juste, j'étais estomaqué devant les dialogues et la manière dont tout le monde les joue. J'ai l'impression que personne n'est dans le même film. J'ai l'impression que personne n'a été dirigé. C'est lunaire. Et franchement, je suis rarement aussi méchant avec un film, vous le savez. Hein. C'est que là, c'est vraiment chaud. Je viens de découvrir que c'était Mantis, Pomme Clémentieff. Je savais dans Mission Impossible, mais non, tu l'avais pas c'est difficile de la reconnaître par ailleurs. Simon. Moi, je suis très attaché au cinéma de Guillaume Niclou. Je pense que c'est vraiment un des cinéastes les plus intéressants, les plus imprévisibles. Et du coup, j'étais extrêmement curieux de voir le film qui est vendu, j'ai envie de dire assez logiquement, comme un thriller. Et comme un thriller, électro, un peu vénère, aux Canaries. Et ben écoute, j'y ai laissé des plumes. J'y ai laissé des plumes parce que ce que j'aime chez Niclou, généralement, c'est sa capacité ou je dirais l'audace avec laquelle il mélange des éléments, des ingrédients qui ne devraient pas avoir grand-chose à voir les uns avec les autres, avec lesquels je ne sais pas, moi, lui, quel degré de proximité ou d'intérêt il a. Et souvent, ça crée, comme toujours avec une addition, une somme imprévisible, plus que l'assemblage de ses parts. Et pas là. Voilà. Et pas là. Et c'est un film qui n'ose pas aller assez loin, dont j'ai l'impression que l'univers l'intéresse pas tant que ça. Pas tant que ça. Et qui au final manque cruellement de simplicité, alors que ce qu'il appelle, c'est de la grosse simplicité qui tâche. Et ben c'est un film mal aimable, indiscutablement. Et moi, c'est un film qui m'a fait un drôle d'effet parce que c'est vraiment un film que j'ai failli quitter au bout d'1 heure en me disant ça suffit, j'en ai marre. Et que je ne regrette pas de ne pas avoir quitté. C'est un film évidemment très imparfait. Il y a plein de problèmes sur lesquels je reviendrai dans un deuxième temps. Mais il y a néanmoins, il est traversé. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir dans le film ce que ce film aurait pu être si il avait été mieux pris en charge, plus investi. C'est-à-dire que je vois... Dégraissé, c'est un film vrai à l'os. Oui, c'est trop long. C'est évidemment trop long. Mais je vois le polar crasse-pouille, transpirant, un peu vicelard, qu'il y a derrière et qu'il aurait pu être si les brides avaient été lâchées. Alors j'ai l'impression que c'est un film contenu, retenu, et qui ne prend pas l'ampleur de l'objet, de la bisserie qu'il pourrait être, c'est-à-dire de la bisserie de polar visqueux avec lâcher de boobies aux Canaries. Voilà. Alors, j'exagère un peu, avec lâcher de boobies et tripaille à l'air. Voilà. Il y a quelque chose dans ce film qui devrait être ça, mais qui n'est pas totalement assumé. Et du coup, le film n'est pas exactement ce qu'il devrait être, et le film est partiellement raté. Mais je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Non, parce que j'ai été fort en premier tour de table, je suis d'accord avec toi. Et moi, évidemment, que les 10 dernières minutes, il y a un truc un peu qui m'a intéressé, où je me suis dit, ah d'accord, donc c'est ça que tu veux me raconter depuis le début. Putain, il a fallu quand même beaucoup de temps pour en arriver là. Le problème, c'est que moi, ce que tu décris, c'est un peu comme les films de braquage, c'est un truc que j'aime énormément. Les polars crasseux, avec de la tripaille, c'est vraiment un truc que j'aime énormément. C'est ça. Oui, mais on l'a les 10 dernières minutes. Oui, mais on l'a les 10 dernières minutes. Non, pas les 10 dernières minutes, la dernière demi-heure. Ouais, ok, je te l'accorde. Et pendant 1h30, ça bafouille, ça n'a rien à raconter, c'est extrêmement cliché. Je dis pas que. Je rectifie un truc que j'ai dit. Tout le monde ne joue pas mal, c'est quand on doit donner des dialogues qu'on n'y arrive pas. Pomme Clémentieff, elle a 2 séquences où elle est émue aux larmes, et j'y crois à 100%. Je crois que son personnage est ému. Benoît Magimel n'est pas dans le même film qu'elle. Benoît Magimel, alors déjà, qui est cette personne? Non mais il est même plus stacké au vermouth. Il est boucané au White Spirit. Non mais c'est trop bizarre. Avec sa perruque mouillée. Enfin bon, il est non mais je veux dire, il y a quelque chose même de performatif, d'assez intéressant et même d'inquiétant. C'est-à-dire que Benoît Magimel, enfin très sincèrement, ne se ressemble plus. Il est difforme. Je veux dire, littéralement. Mais Pacifiction, c'était il y a 3 ans. Oui, non, mais il est pire que dans Pacifiction. Ah bah oui. Je veux dire, là vraiment, il est plus âgé. Il est obèse. La peau est dégueulasse. Enfin, il est vraiment. C'est quasiment un. Enfin, c'est pas quasiment un clochard. Enfin, je veux dire, il a pas un clochard. Je sais pas, le mot est pas bon, mais enfin, il est monstrueux. Voilà. Mais ce que je suis pas sûr que ce soit volontaire dans la part de Niclou. Moi, je pense que ça l'est. Non, moi, je vais dire plusieurs choses. Déjà, d'une, Pomme Clémentieff, c'est super. J'adore cette actrice. Je trouve ça génial de la voir en premier rôle. Le problème, c'est que Niclou sait pas exactement quoi en faire. Non. Il y a plein de problèmes dans ce film. Il y a déjà un truc très étrange. C'est un problème de rythmique interne à toute séquence dialoguée. C'est-à-dire qu'il y a 2 secondes de silence de trop entre chaque réplique. C'est un truc de tout ouf. au long du film. Donc c'est intentionnel. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est intentionnel. Je sais pas. C'est pas un hasard. Ah bah si. C'est il pas s'est possible. endormi pendant qu'il montait. Non.
Donc voilà. Alors il y a un truc qui est imblairable, c'est que le film est sur un fond de musique techno tout du long. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux fois 30 secondes de pause de son. J'ai compté. Sinon, c'est de la musique en permanence. Le film est en permanence. Mais ça, c'est un cache-misère. C'est une intention. C'est pas un cache-misère, c'est une intention. Ça se passe dans le milieu de la techno, etc. Donc c'est une intention de c'est-à-dire que je pense qu'il essaie des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne fonctionnent qu'à moitié. Il y a effectivement une direction d'acteur qui est un peu sloppy et qui, avec cette espèce de problème de rythmique, fait que les dialogues sont parfois un peu désincarnés, un peu étranges. Le film est globalement constamment sous-exposé, tout le temps. Vraiment, je veux dire, le film est sous-exposé en permanence. Donc, et il y a cette espèce de truc extrêmement bizarre de color grading de la végétation qui est rose-beige. Moi, j'aime bien ça. Mais ça, c'est génial. Ah non, mais ça, c'est fait pour te rappeler les cheveux de celle qui a disparu. Oui, ouais, ça. Oui, ou les cheveux de Pomme Clémentier, enfin bref. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y a des intentions qui sont là, qui sont évidemment volontaires, et qui donnent... Enfin, et voilà, donc je reconnais qu'il y a une tentative de faire quelque chose, et en même temps, ça ne prend pas complètement, ça marche pas complètement, ça crée cette espèce d'étrangeté / parfois pénibilité, notamment à cause de la musique, la musique en permanence, c'est vraiment lourdingue. Et il rate des scènes. Il y a une scène dans une boîte à partouze qui est complètement ratée. Déjà, tu pouvais t'arrêter, il y a une scène dans une boîte à partouze. Hein. Ah, mais c'est simple. Normalement, c'est fini les bessonneries des années 2000. Bah, c'est simple, Alexis, je te la spill en 3 secondes et demie. C'est dans le noir, donc écran noir. Ouais. Ah, c'est dommage. Quitte à Avec aller dans un une moment, boîte à un partouze. flash. Un moment, un flash. Ah, c'est dommage. Vous l'avez, je vous l'ai faite. Simon. Non, mais plus sérieusement, et je vous dis ça en adorant le cinéma de Guillaume Niclou. Moi, je fais partie des gens qui aiment même sa trilogie Houellebecqienne. Et si vous nous écoutez régulièrement, vous savez ce que je pense de la littérature de Houellebecq. C'est vous dire comme je peux trouver son travail de cinéaste intéressant. Niclou, l'enlèvement de Guillaume Houellebecq, de Michel Houellebecq, c'était super. Ben, l'enlèvement de Michel Houellebecq, c'est très bien. Enfin. En vrai, hein, avec Blanche Gardin, même Blanche Houellebecq, c'est très très bien. Thalasso, c'est plus compliqué. Oui, non, mais plus sérieusement, ce que je veux dire, moi j'ai l'impression, encore une fois, je parle d'impression évidemment, Niclou est quelqu'un qui est parti du genre. Il a été découvert avec son adaptation du Poulpe, avec Daroussin. Super adaptation. Il a été redécouvert encore quelques années après avec Une affaire privée, dans lequel il nous rappelait qu'il y a des comédiens du Splendide qui sont des comédiens. Et ce que je veux dire, c'est qu'il est venu du genre, d'un truc très codifié, très carré, et il est devenu, ça n'est pas du tout négatif dans ma bouche, un réalisateur beaucoup plus intello, beaucoup plus à concept. Il faut regarder Les Confins du Monde, qui est un film qui me passionne, que j'aime énormément. Que c'est meilleur. Un de ses meilleurs en tout cas, oui, tout à fait. C'est un vrai film qui va vers le surréalisme, vers la sensorialité, qui quitte les rives d'un cinéma beaucoup plus matérialiste, terre à terre. Et là, le problème, c'est qu'il est toujours là-dedans, ce qui dans l'absolu ne me pose pas de problème, mais avec une intrigue qui exige d'être terre à terre. On est grosso modo dans un simili Ibiza avec une DJ qui a perdu sa pote et qui essaye de se rapprocher du coup du patron de la boîte qui pourrait l'aider pour essayer de la retrouver. C'est une intrigue de thriller. On doit sentir les matières, on doit sentir les peaux, on doit sentir ce qui se passe. La transpiration. Et la musique techno qui est pas mauvaise du tout dans le film, qui est même super. Je veux dire, on est quand même avec Chizo Del Givry et surtout Irène Drezel qui donne le meilleur du meilleur, mais sauf que la musique techno, qui est une musique, je vais pas faire semblant d'être un grand connaisseur, mais qui travaille et qui joue avec notre rythme cardiaque, avec une certaine matérialité de notre corps. Avec les basses, etc. Voilà, bah oui, mais c'est sa constance qui la rend insupportable. Oui, mais tu ne peux. Mais c'est pas sa constance. C'est qu'elle n'est jamais accordée à la mise en scène. C'est une mise en scène qui est pas une mise en scène de série B, qui est pas une mise en scène poisseuse, qui est pas une mise en scène matérielle. Et du coup, j'ai un polar atmosphérique mélangé à une grosse bisserie vénère. Il y a des éléments des deux que j'aime, donc je ne hais pas le film. Mais j'ai un film qui est jamais d'accord avec lui-même. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi juste pour conclure, parce qu'on en parlait pour The Criminal, je pense que c'est aussi un film qui a été fait avec pas beaucoup d'argent. Ah oui, c'est sûr qu'il n'y a pas un rond. Et ça se voit. Et en fait, moi, j'ai pas de problème. Je peux accepter plein de choses. Je peux accepter qu'on est sur une île où il y a littéralement personne. Et dans un coin, on est en boîte et la boîte est surblindée. Parce qu'en fait, on a tourné en avril les îles Canaries. Il n'y a pas de touristes. Mais la salle de boîte, il faut quand même ramener les 100 figurants qu'on a sous la main. Mais il y a plein de moments comme ça où en fait, tu regardes le film, ça n'a aucun sens. Et je veux bien entendre l'intention sur les couleurs. Je veux bien entendre l'intention sur la musique. Je veux bien entendre même l'intention sur les dialogues. Mais il y a un moment où juste le film est fauché et ça se voit.
à plein d'endroits. Et il y a des trucs qu'on peut mettre sur le dos du fauché, et il y a des trucs qu'on peut pas mettre sur le dos du fauché. Ouais. Cette histoire entre Benoît Magimel et Pomme Clémentieff, qui pourrait être, entre parenthèses, sa fille, on en a un peu marre de ce trope là, mais bref, je suis d'accord. on n'y croit pas une C'est seule très seconde. gênant. Le moment où il se chope la bouche, c'est très désagréable. Ah ouais, non, mais vraiment. Et en plus, tu sens que Pomme Clémentieff, c'est censé être quelqu'un d'un peu brisé. On t'a raconté 3 pans de sa vie, tu sais pas trop pour qu'est-ce que ça fout là, mais bref. Et là, elle tombe dedans. Enfin, genre, j'y crois jamais en fait. Non, moi c'est pas tellement que ce soit fauché, c'est juste que c'est juste qu'il y a il y a un peu de paresse. Genre par exemple les scènes de club, franchement, qui filme encore des scènes Non, de mais club comme ça? sérieux. C'est honteux. Enfin vraiment. Ça. Franchement. Moi quand Oui, ça mais commence, c'est genre c'est des scènes qui sont stroboscopées. Tout le film, Alexis est saoulé avant. Non, mais oui, non, mais Tout le film est tourné caméra à l'épaule, donc tout le film est tourné en permanence avec très peu d'effets de montage, avec des caméras qui se retournent, ça tremble dans tous les sens. Les scènes de boîte, c'est du cut, du très gros plan stroboscopé avec de la lumière bleue. T'as genre, tu peux faire un effort, s'il te plaît, en fait, fais un effort. Oui, mais voilà, mais Allez, encore une fois, rapidement, Simon. Et encore une fois, moi, c'est pas un film que je trouve Moi inintéressant. non plus. Parce que, je le redis, moi, Niclou est un type que je trouve brillant et talentueux. Et la dernière demi-heure est super. Entièrement d'accord avec toi, mais j'ai l'impression, qu'on a demandé à Spinoza de réaliser Fast and Furious. Bah, ça marche pas. Allez vous faire votre propre opinion de vous l'avez Oui, on l'avait. Ouais. C'est De écrit sur Guillaume, l'affiche. de Guillaume Niclou avec Pomme Clémentieff et Benoît Magimel, et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt rechercher votre meilleure copine avec un Benoît Magimel snacké au vermouth, ou plutôt vous dire que les crocodiles du parc d'attractions ont l'air bien nourris et que c'est probablement une piste. Et d'ailleurs, vous savez qu'on dit pas ces alligators, c'est alligator, c'est alligator. Non. On dit Et c'est Mouloud, alligator. c'est Mouloud qui a raison. Oh là là, ça c'est. C'est Alligator, c'est Mouloud qui a raison. Oh là 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 là. Non, c'est Alexis qui te l'a expliqué. Je sais pas de quoi tu parles. Que se passe-t-il lorsque vous consommez des tranches de poitrine fumée grillée et que d'un seul coup vous décédez? Eh bien, Bonne question. Vous venez d'être victime de Mortal Bacon. Oh putain. Comment tu fais ça? Vous nous suivez ou pas? Mortal Bacon 2. Mortal Kombat 2 de Simon McCoy avec Karl Urban, Adeline Rudolph et Jessica McNamee. Simon, is it your cam ou is it not your bacon? Pardon. Oula. Ça y est, c'est bon. Simon. Drôle de machin que ce truc. Bah merci Simon. C'est de la critique. Non, mais vraiment, non, mais drôle de machin que ce truc. Suite d'un film donc, qui était un reboot opportuniste, victime du grand chaos sociétal et puis évidemment cinématographique au moment du Covid. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu plusieurs années d'écart comme ça avant que n'arrive une suite, parce que tout simplement, très compliqué pour les studios d'évaluer sa réussite. C'est un film qui n'est dans la majeure partie du monde pas sorti en salle, qui a été disponible en ligne. Du coup, est-ce que son succès devait être interprété comme autant de tickets achetés ou pas ou quoi? Pendant combien de temps a-t-il continué d'être visionné en ligne? Ça explique pourquoi il a mis du temps à arriver. Ça explique peut-être pourquoi cette suite tente de prendre complètement le contre-pied du premier film. Le premier film était un film très premier degré, très nul. Et cette suite est une suite très second degré et très nulle. Bah alors écoute, moi je suis. T'avais vu le premier? Oui, j'ai vu le premier, ouais. On l'a vu ensemble. On se rappelle pas, mais on l'a vu ensemble. Ah oui, je me souviens pas qu'on l'a vu ensemble. Je m'en souvenais d'ailleurs très très peu. Écoute, moi je vais être très simple. C'est mauvais, mais c'est exactement ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'on attend. Moi, j'attends pas mieux de Mortal Bacon. Ça aurait été d'une grande naïveté d'attendre mieux. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je regarde ça exactement pour ce que c'est-à-dire de la bouillie numérique, un peu conne, avec des combats un peu dégueux, mais avec des effets numériques absolument hideux. C'est vraiment du mauvais fast-food, mais je pense que si vous voulez vous payer une tranche de rire, que vous aimez un peu la franchise, allez vous faire plaisir, vous aurez... Enfin, ça ne peut pas être plus exactement ce que c'est. C'est-à-dire du mauvais fast-food cinématographique. C'est écœurant, mais c'est roboratif. Voilà. Simon. Mortal Kombat, Mortal Bacon. Fatality, En fait, non, mais moi j'ai aucune envie de défendre ce film. Hein. Trop tard, tu l'as fait? Ah non, pas du tout.
Non, mais en fait, je sais bien que tu défends pas le film, mais tu vois, par exemple, tu viens de dire, tiens, vous allez rigoler, machin. Moi, je comprends pas comment rire parce que Karl Urban, qui est pas un comédien que je déteste. Oh, mais il est super, Karl Urban. Il est grotesque, il est dégueulasse. Mais non, mais Karl Urban, il n'a jamais été un acteur de comédie et maintenant, on sait qu'il ne le sera jamais plus. Parce qu'il n'est pas foutu de sortir une réplique comique. Il n'a pas de tempo comique. Il y a plein de moments, je sais pas si. Tu rigoles, dans Thor, il est très drôle. Dans The Boys, il est super. Mais dans Thor, il est très drôle. Mais il a 3 scènes. Et il est très drôle grâce à la mise en scène. Parce qu'on le filme comme dans Doom, avec son crâne rasé. Là, il doit sortir des répliques comiques. Mais dans The Boys aussi. Il est super. Mais il est pas drôle. Bah si. Ah si, c'est très marrant dans The Boys. Non. Laissons ton argument, il me casser la gueule, mais c'est pas grave. Bah, pas du tout. Vous allez voir à quel point je vais tous vous retourner. Argumentativement parlant, il n'a pas de tempo comique. Dans The Boys, il a des situations comiques. Il arrive et il fait OK, rich boy. Et là, t'as un effet spécial super rigolo et la scène est cool. Mais ça n'est pas un acteur de comédie. Et là, dans ce film-là, on lui confie un rôle de comédie. C'est-à-dire que on est dans le premier film. S'il y a bien un truc chez les gens qui avaient aimé comme ceux qui n'avaient pas aimé, qui revenaient sur le premier film, c'est genre, les gars, vous vous prenez beaucoup trop au sérieux, c'est Mortal Kombat écrit avec un K, n'essayez pas de faire de la tragédie grecque. Et donc là, du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va changer de héros, vu ce qui arrive au héros du précédent, effectivement. On va prendre Johnny Cage, et on va se dire, c'est un acteur de série B, en gros, c'est Jean-Claude Van Damme. C'est un mélange entre Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme. Et donc, il va être projeté dans Mortal Kombat. Et à partir de là, le film devient schizophrène parce que d'un côté, il a ce héros qui est un vecteur de comédie, mais littéralement. C'est-à-dire qu'il perd son premier combat, même s'il n'est pas tué. Il perd son premier combat, puis donc il a une intrigue à côté pour faire rire tout le monde et qui finalement va boucler avec l'intrigue du tournoi. En fait, c'est les gardiens de la galaxie qui voudraient faire de la baston et les mecs se sont pris pour des champions de MMA alors qu'ils sont David Douillet après un gros banquet dégueulasse, quoi. Et le vrai problème du film, voilà, c'est ça. D'abord, je ne ris jamais avec Karl Urban. Ensuite, j'ai un double problème. Attention, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire une adaptation sérieuse de Mortal Kombat. Je n'en suis pas là de ma rupture d'anévrisme. Néanmoins, qu'est-ce que c'est Mortal Kombat ? C'est des jeux qui ont porté très loin et de manière totalement au premier degré, pas du tout en se foutant d'eux-mêmes à la base, très loin le mauvais goût. Il faut se rappeler des graphismes digitalisés des premiers Mortal Kombat, où on était là genre ok, c'est animé avec du pipi, c'est réalisé techniquement comme on peut, bah, tout ce qu'on a c'est des tripes et des colonnes vertébrales qu'on arrache. Par contre, à côté de ça, à côté d'une laideur, d'une mythologie qui est quand même un fantasme orientaliste américain assez embarrassant, à savoir oh, voici le royaume mystique d'une autre dimension de l'Asie. Oh, et voici ces gens incroyablement subtils du ninja. Et vraiment, et attention, quand je dis ça, c'est pas du tout pour me moquer des cultures en question. Je parle. Ah non, c'est le traitement du jeu. Non, mais voilà, le traitement du jeu. Ah, oui. Non, mais entendons-nous bien, quoi. C'est-à-dire que moi, mon seul regret, c'est de l'avoir vu en VO. Et un peu de l'avoir vu en 4DX parce que le film m'a tapé sur la gueule. Attends, t'as vu le 2 en 4DX bah, je me suis dit, il faut le tenter, quoi, tu vois. Faut pas que je m'en voilà, mais ceci explique cela, quoi. Mais vraiment, le film était là, genre, ah, t'es con d'être là, hein. Il y a des moments où tu te faisais faire pipi dessus ou pas? Non, j'ai tout de suite arrêté l'eau et je l'ai arrêté, comme j'étais seul dans la salle, il y avait personne, je l'ai arrêté sur tous les sièges autour. Mais vraiment, et tu sais, et il y avait le vigile qui fait spécialiste, je fais, non, prudent, quoi. Bref. Tout ça pour dire. Mais t'avais les sièges qui bougeaient et tout? Ah bah bien sûr, c'est spécial. Non, mais moi ça j'aime bien, en fait, ça me fait rire. Mais surtout ce que je veux dire, c'est que voilà, Mortal Kombat, c'est d'un côté cet extrême mauvais goût, qui pour moi est complètement flingué par le fait que Karl Urban en rit. Karl Urban, il arrive, il voit Raiden, il fait ok, je suis dans Jack Burton et les griffes du mandarin. Mais mec, en fait, Jack Burton, c'est premier degré. C'est pas une parodie. C'est premier degré. C'est candide, c'est naïf, mais c'est premier degré. Donc, t'as pas le droit de faire ça avec Mortal Kombat. Et j'en ai rien à foutre de Mortal Kombat. Et après, qu'est-ce que c'est Mortal Kombat ? C'est un jeu de combat, pas pour rien qu'il est sur la scène compétitive, et qu'il y a des gens qui passent des heures et qui gagnent leur vie en faisant de la compétition de Mortal Kombat, c'est que c'est très technique. Donc moi, je me dis, bah, attendez, c'est super. En plus, on a plusieurs acteurs martiaux de premier plan, comme Joe Taslim, des gens assez solides comme Lewis Stan. C'est au moins pour qu'on les voit se battre. Bah non, j'ai que des doublures numériques. Et moi, j'ai pas de problème avec le sang numérique. Si c'est pour faire un truc qu'on pourrait pas faire en pratique, tu vois, je suis chaud. Vas-y, fais-moi des tripes qui s'envolent et tout machin. Pour moi, il y a un symptôme d'à quel point ce numérique-là est un numérique triste quand il y a des gens qui meurent de manière gore. Et il y en a, je vais certainement pas prétendre qu'il y en a pas.
Vous savez quoi, j'ai jamais un plan sur l'autre combattant éclaboussé. Un des trucs les plus rigolos dans le gore, c'est pas seulement de dire « Oh là là, dis donc, l'intérieur de mamie est à l'extérieur !» C'est que tout le monde est éclaboussé et tout le monde est là « Ah, dans la bouche !» C'est ça, c'est 50% du drôle du gore. Là, quand j'ai des gens qui explosent en morceaux, bah, ils explosent en morceaux, les autres combattants sont là. Tu fais, mec, je sais que t'es sur un fond vert et que tu n'as aucune idée de ce qui est arrivé à la personne que tu n'as pas vraiment tapé. Et donc, à partir de là, je me fous du film. Et c'est-à-dire que, attention, je vais pas dire il me met en colère, il me met en rage. Toi aussi, fan de Mortal Kombat, lève-toi et rebelle-toi. Certainement pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'arrive pas à le trouver fun. Mais c'est intéressant, j'ai une question justement pour Simon par rapport à ce que tu viens de dire, parce que le premier, tu l'as dit, on n'est pas capable de savoir à quel point les gens l'ont vraiment apprécié. Si on regarde un peu sur les notes, sur les Allociné, Sens Critique, on voit que le film c'est globalement bas, mais il y a une fanbase qui est solide. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé le premier. Mais qui l'ont aimé pour son premier degré. La question, c'est est-ce que tu crois que les fans et du premier et du jeu vont quand même trouver leur compte dans celui-là? Moi, je pense que c'est suffisamment mauvais goût et que c'est suffisamment grotesque et lourdingue pour qu'il y ait un vrai plaisir de popcorn. Mais je suis d'accord avec Nicolas, je pense que ça va être apprécié et marcher. Ok. Voilà, je vais pas dire plus que ça. C'est-à-dire que vraiment, moi qui n'en ai rien à foutre du jeu, qui n'en ai rien à foutre de l'univers et qui n'en ai globalement rien à foutre de tout ce que ce film représente, j'ai eu exactement ce que j'attendais. Ni plus ni moins, c'est-à-dire un truc pas très bon, mais qui fonctionne. Point. Mortal Kombat 2 de Simon McCoy avec Karl Urban, Adeline Rudolph et Jessica McNamee. Vous pourrez nous dire, si vous allez le voir, si vous allez plutôt vous faire trancher en deux par un chapeau qui tourne comme une scie circulaire ou plutôt qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau. Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Et oui. C'est l'heure de dégrafer la braguette pour aller se soulager le lobe frontal. Vite fait, mal fait, la critique à l'arrache. Et c'est avec toi, Sophie, qu'on va faire pipi. Avec un film qui ne matche pas du tout avec cette Ah ouais, vraiment pas. Vraiment pas. The World of Love de Ga Eun-yoon. Oui. Oui, non, ça ne matche pas. Si j'avais pas été là il y a quelques émissions, c'est parce que justement je suis allée présenter ce film, notamment au MK de Bibliothèque, et avec Sens Critique pour une Cine Expérience. Donc j'ai eu la chance de rencontrer la réal. Il faut savoir que j'ai vu ces 3 films. Elle en a fait 3 et c'est le premier à sortir en France. Elle avait fait, je vais y arriver, vous allez comprendre pourquoi je galère un peu. Elle avait fait The World of Us, The House of Us et The World of Love. Voilà. Et à chaque fois, en fait, elle traite de bouleversements. D'un point de vue féminin, le premier c'était avec des petites filles et ça parlait de harcèlement scolaire, le deuxième ça parlait de divorce et de déménagement et de petites filles qui devenaient copines, et celui-là ça parle de pédophilie. Voilà, grosso modo, ça parle, c'est la vie d'une adolescente qui refuse de signer une pétition car il y a un prédateur sexuel qui revient et elle est plein de dans le quartier, tu veux dans le dire quartier, ouais, dans le quartier, et il y a une pétition pour pas qu'il puisse s'installer là, et elle refuse de signer cette pétition parce que dedans il y a marqué que les victimes de viol sont complètement détruites et pour toujours, et que c'est pour ça qu'il faut pas que quelqu'un se réinstalle et puisse faire d'autres victimes. Donc personne comprend pourquoi ça la rend autant en colère. Et en fait, c'est parce qu'on comprend très vite qu'elle est elle-même, elle a été victime de violences sexuelles dans son enfance et qu'elle refuse de se définir comme une victime qui ne pourra jamais se reconstruire. Donc c'est un film de 2 heures qui questionne c'est quoi le statut de victime, c'est comment de se trouver jeune fille en Corée avec le regard des autres qui change vis-à-vis de son statut de victime de viol, comment on a pu créer un déni familial. Et donc c'est fait avec énormément de tendresse. C'est une réalisatrice qui a un talent monstre pour capter toute la sensibilité du monde, et donc je vous encourage quand même très chaleureusement à aller voir ce film. C'est dur comment sur une échelle de 1 à 10? Très peu. Okay. C'est une réalisatrice qui ne fait jamais de drame. Elle va tout traiter avec une forme de légèreté qui est parfois un peu déconcertante. Mais c'est un film doux et tendre et pas du tout violent, et aucun de ses films ne le sont, et c'est sa grande force. Il n'y a pas de trigger warning par exemple sur ce film, il n'y a pas de scène graphique, il n'y a que du dialogue, et de toute manière c'est du passé, donc c'est vraiment comment elle vit d'être victime. Et elle le dit, la réalisatrice, c'est qu'elle dit en tout cas dans la société coréenne, de ce que je comprends, on a vite tendance à vouloir un statut de victime. Et elle se demande si en fait il n'y en a pas plein et qui peuvent pas cohabiter, et que c'est pas un peu dangereux de dire forcément ce que doit ressentir une victime, ou en tout cas comment elle, cette jeune fille, se sent par rapport à l'image qu'on se fait d'une victime. Et c'est une réflexion passionnante. Allez, une fois n'est pas coutume, pour finir, on vous parle d'un film qui ne sortira que la semaine prochaine pour cause de Cannes. Oui, mais quel film!
Et si, pour choper votre collègue de vos rêves, alors que vous êtes globalement un gros puceau aussi doué à la drague que Simon à la finesse gastronomique, et si vous utilisiez un vœu pour que la collègue en question tombe follement amoureuse de vous? Spoiler, ça marche pas, comme vous venez de le découvrir. Obsession de Curry Barker avec Michael Johnson et Indy Navarrete. On reparlera parce que nous avons pu et vous avez pu avoir une interview avec Curry Barker. Vous allez nous en dire un mot. Dites-nous en un mot d'ailleurs tout de suite peut-être de l'interview, ou est-ce qu'on fait un tour de... Non, vous en parlerez, on va faire un tour de film d'abord et on parlera de l'interview après. Ça vous va? Ok. Allez. Et du coup je vais commencer. Je le dis vraiment en toute sincérité, je pense que je n'avais pas vu un film d'horreur qui m'entraîne et qui m'emmène, qui m'emporte et qui me séduise à ce point-là depuis It Follows. C'est vraiment brillantissime, c'est brillant de bout en bout. Ça a des points communs avec It Follows dans la façon dont ça se saisit d'un sujet, en l'occurrence les incels, ou en tout cas la masculinité frustrée, le rapport amoureux contraint. La mécanique de trouille est impeccable. Le film n'a pas de gras, il vous entraîne du début à la fin sans jamais vous lâcher. Il est implacable jusque dans ses dernières secondes. C'est un film remarquablement tenu, c'est un premier long métrage. Moi je suis épaté. Voilà. Qui veut suivre, Arthur? Je vais te corriger un tout petit peu. C'est un premier long métrage, mais il avait déjà fait un moyen métrage presque long dont on vous avait parlé. D'ailleurs, moi je vous en avais parlé, je crois, dans une reco il y a 1 an ou 2 qui s'appelle Milk and Cereal. C'est un film qui était sorti sur YouTube. En fait, Curry Barker, il vient d'Internet. Il a fait ses armes en faisant d'abord des sketchs, puis des courts-métrages d'horreur, notamment La Chaise. Et ensuite, il a fait Milk and Cereal, qui a été un grand succès d'Internet. Dont tu nous as parlé, mais qui est un film que nous, on avait essayé de choper à mauvais tour. Hein. Oui, je m'en souviens tout à fait. Vous avez essayé de... Mais bon, voilà. Et Curry Barker est en train de devenir un cinéaste qui peut devenir important dans le paysage du film d'horreur. On en parle un tout petit peu à la fin de l'interview, mais bref, c'est génial, et c'est d'autant plus génial, et je vais faire très court sur ce premier tour, mais on voit que c'est un mec qui a fait de l'expérimentation sur YouTube, qui a pu s'amuser à faire des trucs, qui veut faire des films qui ont une idée précise, un point de départ, et qui va essayer de l'étirer autant que possible, mais qui a un sens d'aller jusqu'au bout du truc qui est assez rafraîchissant. Moi, c'est un film qui m'a fait beaucoup rire et qui m'a mis très mal à l'aise, et où j'ai eu quelques petits chocs, et avec des moments où j'étais vraiment accroché à mon siège. C'est-à-dire tout ce qu'on peut aimer dans l'horreur, c'est des choses que j'ai retrouvées dans un concept très simple, très très simple, mais remarquablement bien tenu, et on voit que Kevin Barker c'est quelqu'un qui a pu s'expérimenter. Ça me rappelle il y a quelqu'un d'autre que l'on connaît qui a aussi fait des courts-métrages, qui a beaucoup travaillé sur Internet avant de pouvoir faire son premier long, c'est Sébastien Vanitschek avec Vermine. Je dis pas que c'est 2 films très différents, mais dans ce sens-là, je reconnais le cinéaste qui a pu tenter avant, avec pas juste 1 ou 2 petits courts-métrages, mais quelqu'un qui a vraiment pu manier. C'est un premier long qui a pas du tout la gueule d'un premier long, à plein d'endroits. Donc moi je te rejoins à 100%, je trouve ça remarquable. Sophie. Qui c'est qui vous en avez parlé en revenant de CJS? Tout à fait. Moi. Et je vous avais dit, j'ai vu un truc vraiment fou, c'est Obsession. On en reparlera, vous allez voir, il a été acheté par le Pacte. Et voilà. Et c'est maintenant. En fait, j'ai réfléchi beaucoup depuis CJS, notamment pour l'anecdote. Il l'avait passé après un épisode de série, ce qui était hyper bizarre. Il y a eu une série encore adaptée d'Anna Rice sur Entretien avec un vampire. Ah oui, Lesta le vampire. Et voilà, on nous a passé un épisode de 45 minutes, puis Obsession après. Très bizarre. Donc du coup, notre camarade Aurélien avec qui j'étais de Shadows n'a pas compris pourquoi je bougeais sur mon siège autant de fois, mais passer un épisode d'1 heure quasiment, puis ça, c'est très bizarre comme concept. Bref, j'y réfléchis beaucoup depuis octobre. Je trouve que c'est bizarre parce que vous le verrez dans l'interview, il parle
pas mal d'Ari Aster parce que c'est son maître à penser. Et c'est rigolo parce qu'on associe Ari Aster à l'Elevated Horror et je pense que c'est ce film-là, Obsession, c'est l'anti-Elevated. Et pourquoi ? Parce que, et je dis ça sans aucune malice, je pense que Curry Barker est pas du tout quelqu'un de cinéphile dans le sens où on l'entend. C'est pas quelqu'un qui va suranalyser le cinéma pour en tirer des concepts psychologiques. Je crois que c'est quelqu'un qui juste aime faire peur, aime expérimenter des trucs pour faire peur et il veut pas aller au-delà du concept. Et je crois que c'est sa force en fait de se détacher complètement de ça. Donc son maître à penser est quelqu'un qui va majoritairement penser en termes de mise en scène l'inconscient horrifique avec notamment, je pense à Hérédité et Midsommar. Mais là, il a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il va créer des imageries d'horreur qui sont similaires à celles d'Ari Aster. Mais par contre, on est sur l'opposé. C'est un Make-A-Wish qui tourne mal. Et littéralement, on en parle avec Arthur, mais c'est adapté d'un épisode des Simpsons avec la Monkey Paw, qui est donc la patte de singe qui fait des vœux. Et c'est un concept très basique. Tu fais un vœu, ça tourne mal. Dans tous les films d'horreur, si tu fais un vœu, ça tourne mal. C'est comme ça. Et ben en fait, il arrive à le tenir pour en faire juste un ride de films d'horreur. Ne cherchez pas plus loin. En effet, ça parle d'une culture cancel, etc. Mais c'est un ride et ça fonctionne tellement bien, tellement bien. Il y a des images qui me hantent depuis octobre. Voilà. J'ai une petite question à vous poser parce que je n'ai pas pu voir le film, mais j'entends très bien comment ça peut parler, répondre et questionner effectivement une certaine culture de masculinité. Mais moi, n'ayant pas vu le film, la première chose que je me dis, ça me renvoie, et je trouve ça très fort avant d'avoir vu le film, à cette pensée de petit enfant. Je parle d'enfants en primaire qui se dit j'aimerais tellement qu'elle soit amoureuse de moi. C'est-à-dire, on ne parle pas là d'incel et de c'est exactement comme ça mais que ça à se passe. l'absolu de cette pensée, je m'en souviens enfant d'avoir pensé ça. Et l'idée de me dire qu'on transforme cet absolu en idée d'horreur, avant même l'idée d'incel, qui est peut-être là et très bien traitée, je trouve ça déjà assez brillant. Alexis. Écoutez, je suis sorti de la salle content mais un poil déçu quand je l'ai vu en projection il y a quelques jours. Le film grandit assez positivement en moi, mais quand même si je suis d'accord avec les qualités qui sont soulevées ici, moi je suis obligé de m'inscrire en désaccord sur 2 points. Premièrement, je considère que c'est totalement l'Elevated Horror, puisque pour moi l'Elevated Horror c'est du cinéma d'horreur d'auteur. Point. C'est la seule distinction qui m'intéresse. C'est une catégorisation. Ouais. C'est pas une catégorisation. Oui, mais l'Elevated Horror, c'est une catégorie. C'est pas un courant artistique, il n'y a pas de manifeste, c'est une catégorie. C'est le cas. C'est notre discussion principale. Oui, mais c'est le cas. Tous les mois. C'est le cas. Il y a un critique qui a utilisé ce terme-là, et ensuite ce terme a été réutilisé à foison, jamais par les cinéastes eux-mêmes qui se revendiquent jamais de ce courant-là, parce que c'est pas un manifeste. C'est pas comme la Nouvelle Vague ou Dogme 95. C'est pas les artistes eux-mêmes qui se revendiquent de cette étiquette. C'est pas une règle esthétique. Moi, je considère qu'on est totalement dans l'Elevated Horror parce que je suis persuadé que c'est un film qu'on peut décortiquer sous toutes les couches. Je pense que c'est un film qui joue énormément avec des notions qui sont des notions très intellectuelles. C'est quoi le couple ? C'est quoi l'amour ? C'est quoi vivre en société ? Être en société ? C'est quoi l'instrumentalisation du désir ? Toutes ces thématiques-là, qui sont des thématiques vraiment intéressantes et même assez complexes, sont abordées dans le film, toujours sous l'angle de la viscéralité et de l'émotion, certes, mais elles sont abordées quand même. Ensuite, moi je pense que c'est un excellent premier film qui a quand même la gueule d'un premier film. Excellent certes, mais qui a quand même la gueule d'un premier film. Et à ce titre-là, moi, il y a quelques scories que je trouve dommage parce que le film en est quasiment dépourvu, ce qui fait que les quelques scories qu'il possède me sautent à la gueule. Notamment la gestion de la musique, par exemple, et je m'arrêterai là pour ce premier tour de table, mais je trouve l'utilisation de la musique dans le film vraiment à côté de la plaque, et c'est dommage, parce que à côté de ça, c'est tendu, c'est maîtrisé, c'est sobre. C'est-à-dire que le film en fait jamais trop. Il est totalement conscient de ses effets, il les arrête toujours au bon moment, il en tire le maximum à chaque fois, et les 45 dernières minutes sont absolument terrifiantes. Et je pèse mes mots. Oui, moi je peux nuancer un peu mon propos. Moi, encore une fois, je pense, j'ai immédiatement envie de voir la suite. C'est-à-dire, je sais que son prochain film est déjà tourné. Je trouve, c'est-à-dire que pour remettre ça en contexte, on voit, et notamment, on en parle ici souvent, il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'il y ait un film d'horreur ou un film de truc qui sorte. Et sur lequel on est plus ou moins enthousiaste, plus ou moins agacé. Mais bon, là, on est 2 crans au-dessus de tout le monde.
Je veux dire, il y a indiscutablement, on est 2 crans au-dessus de tout le monde. Ceci te fait rire. Que je te raconte quelque chose, je spoil un peu l'interview. Mais on lui a demandé dans les films, sur notre truc Oui, Letterboxd. il a parlé de The Monkey. De Primate, il a dit qu'il avait passé un super moment devant Primate, il est dans ma team. Oui, c'est un film de chef-op. Dans Primate, il dit qu'il trouve que les effets pratiques du singe sont réussis. Il dit pas que c'est un bon film. Bon, Il bref. est Donc il est dans ma team. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que on est vraiment, enfin, je veux dire, voilà, on est face à un cinéaste qui a une idée de ce que c'est que la mise en scène de la peur, et moi, je suis très très attaché dans l'horreur à je sais pas si c'est un sous-genre ou cette sous-catégorie, mais vraiment de foutre la trouille. C'est-à-dire que moi, le gore, les viscères, le grand guignol m'amuse beaucoup, je prends beaucoup de plaisir, mais ça m'intéresse moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir peur. Alexis peut en témoigner, on a vu le film ensemble. On a sauté sur le siège. J'ai passé ma séance à sauter sur le siège. Je me fous très très sincèrement, mais alors complètement de savoir s'il s'agit ou si on peut parler ou non d'Elevated ou pas. Moi, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est qu'au premier degré, c'est un film qui est maîtrisé. Donc, comme Alexis l'a dit, tous les effets tombent juste. Tous. C'est-à-dire les hors-champs, les arrière-plans, les jumpscares. Et Dieu sait que je déteste les jumpscares. Ils fonctionnent à chaque fois. C'est tenu vraiment. C'est-à-dire que la mécanique de la trouille est absolument implacable, c'est de l'horlogerie de la trouille, donc ça, encore une fois, pour un premier film, c'est remarquable. Il y a évidemment des scories, dans la première partie, il y a peut-être une gradation ou un niveau dans l'acceptabilité de ce qui arrive au personnage principal qui est un peu maladroit, mais alors vraiment, je veux dire, l'intégralité du film, de l'œuvre est tellement solide, tellement tenue jusqu'à la fin, et réussir une fin et la réussir comme ça, c'est rare. Je veux dire, peu de gens arrivent à réussir des fins comme ça. Et je compare ça à David Robert Mitchell parce que je trouve que, même si on peut penser, je pense pas que It Follows soit un film parfait, mais je trouve que It Follows amenait quelque chose de complètement nouveau, et dans sa mise en scène, dans l'utilisation du cadre, enfin bref. Voilà, je le compare à ça parce que je suis très heureux de voir que le tout venant de l'horreur produit aussi des pépites et des films qui s'élèvent très naturellement au-dessus du tout venant de la production horrifique. Et voilà, moi je suis terrifié, je trouve ça tenu, dirigé, enfin bref, je suis très très impressionné par ce film. Non, je te rejoins à 100%. Moi, je voudrais répondre à la question de Simon auquel on n'a pas répondu. Ce qui est intéressant dans justement le traitement de ce personnage-là, c'est que ça commence par une sorte de frustration il n'a pas su saisir une perche à bon moment, et du coup, comme un petit garçon un peu capricieux, il va dire je vais faire mon feu maintenant, hop, ça commence comme ça. Et c'est pour ça que je pense à ça, parce que, attention, qu'on soit un homme, une femme, un garçon, une fille, cette pensée, encore une fois, on ramène à l'enfance. C'est universel. J'aimerais que l'autre m'aime. Bien sûr. C'est un truc très universel, je trouve ça très malin de jouer là-dessus. Sauf que ce qui est génial, c'est que ça commence comme ça. Très rapidement, comme l'a dit Sophie, c'est un trope du cinéma d'horreur qu'on connaît, c'est c'est le rêve qui devient le cauchemar. Mais là où il rajoute une strate supplémentaire, et je veux pas trop en dire parce que je veux pas non plus spoiler, c'est qu'à un moment se pose vraiment la question de ce qu'est prêt à accepter ce mec-là pour qu'elle l'aime, quand bien même ce qui est en train de devenir de l'amour n'est plus vraiment de l'amour et un peu autre chose. Oui, je sais pas, socialement ça m'intéresse que tu m'aimes, c'est quand même moi que tu aimes. Sauf par contre c'est un peu dégueulasse, qu'est-ce que je suis prêt à... Et en fait cette question-là de qu'est-ce que je suis prêt à accepter, est-ce que par pure fierté, parce que j'ai enfin la meuf que j'aime, je suis prêt à accepter des choses qui sont moralement vraiment dégueulasses, et j'en dis pas plus parce que je pense qu'il faut le découvrir. Le film parle de ça. Le film parle littéralement de ça tout du long, et tout de suite. C'est ça que je trouve absolument génial, c'est partir d'un postulat, t'as raison, vraiment d'enfant. Oui, mais c'est pour l'emmener à un truc truc beaucoup plus large et beaucoup plus global, et qui moi je trouve absolument dingue. Je voudrais dire aussi que donc vous l'avez vu ensemble, c'est cool. Moi je l'ai vu avec Sophie. Sophie, elle a passé tout le film à me regarder, me dire et là il va rigoler ou pas, et là il va sauter ou pas, et à chaque fois elle me regardait au moment où il se passait quelque chose, à chaque fois ça fonctionnait. Oui, sachez que c'est un film qui reste vraiment en mémoire, hein. Et ça encore une fois, moi je l'avais vu en festoche, donc je l'ai noyé au milieu de 30 films, et c'est le seul où je pensais à chaque scène, elles me sont restées mais avec une précision. Puis ça joue tellement bien aussi, ça je vais aller dessus, donc Michael Johnston est super, mais je pense qu'il faut tous que collectivement Inde Navarrete, je pense qu'on dit Inde, mais en tout cas la comédienne principale qui fait Nikki,
Elle fait un truc invraisemblable. C'est invraisemblable et c'est pas pour rien. Donc j'ai dit, vous savez, moi, Ari Aster, on adore. Bref. Mais par contre, le réal, il a vraiment montré Hérédité pour préparer le film. Donc, je pense qu'on aime tous Hérédité, mais pour moi, c'est pas franchement Hérédité qui l'a montré, c'est la performance de Toni Collette pour la montrer à sa comédienne. Pour moi, il y a vraiment un truc de cet ordre-là, de crispation, d'overreact, parce que faut savoir que donc elle est prisonnière de ce sortilège, donc elle ne doit pas réagir comme quelqu'un de normal. Je veux pas dire qu'elle est possédée, c'est pas parce qu'en plus, comme on parle de cinéma d'horreur, c'est pas ça, mais elle est habitée par autre chose. Elle est plus complètement maîtresse de ses gestes vu qu'elle est dans un sortilège. Et il y a une petite scène, par exemple, où du coup, elle est inquiète qu'il puisse ne pas l'aimer autant qu'elle, parce que du coup, elle aussi, elle tourbillonne. Moi, j'ai vraiment revu la tête de Toni Collette au moment du repas. Enfin, c'est littéralement ça. C'est qu'il y a une exagération, même dans le tirement de la mâchoire. Il y a quelque chose de sidérant dans son jeu. Le sourire fixe quand il quitte la pièce. Non mais il y a un moment, il y a un dialogue en chant contre chant et elle est juste un peu derrière et elle reste juste droite en flou. Elle est floue, on la voit même pas. Elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre. Elle est sous-exposée. Elle est dans l'ombre. Je parle pas de cette scène-là. Je parle c'est l'un des ressorts qui est très très intelligent. Là, je parle justement quand il parle à son pote en mode oui, on est ensemble et ils font un chant contre chant dans le magasin de musique. Il y a juste elle loin, en fond, mais dans pleine lumière. Et juste, tu vois que la tête, elle est là, mais elle est floue. Et genre même là, elle a une corporalité qui est fascinante. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un très bon personnage féminin qui est enfermé dans le féminin. C'est je trouve qui est condamné en fait, oui. Qui est condamné et je trouve encore une fois c'est un ride d'horreur comme on en a pas vu depuis longtemps, tout en s'intégrant parfaitement, notamment dans une catégorie de réflexion sur... en fait, c'est rigolo parce qu'on a eu Together l'année dernière et en fait, c'est la version réussie de Together. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça c'est vraiment cool et je ne vois pas qui peut ne pas aimer ce film. Genre, je vois comment on peut avoir des petits réticences, des petits gna-gna. Genre, et je comprends, il est pas parfait le film, mais je vois pas comment, sincèrement, on peut dire je déteste ce film. Et ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu un film qui peut cliver. Genre là, je me dis, attends, qui peut ne pas aimer, quoi. Mais autre aspect qui d'ailleurs pour moi confirme que je suis bien devant un premier film, et là pour le coup je vais aller dans le positif, mais c'est que en général dans les premiers films, on perçoit de façon plus évidente et plus limpide les influences esthétiques des auteurs. Et même si Curry Barker a un style, déjà dans Milk and Serial, mais a fortiori dans Obsession, il a un style particulier, une singularité. Il y a une influence qui est gigantesque dans le film, mais qui est digérée, façonnée, remodelée à son image, à lui, qui n'est pas juste bêtement copié-collé, comme par exemple totalement cité au hasard de Substance. Cette référence, c'est Stanley Kubrick. Il y a du Kubrick absolument dans tous les plans du film, parce qu'il va en fait s'approprier les principes de la mise en scène de Kubrick, et notamment la mise en scène horrifique. Les jeux sur la symétrie, qui est toujours un peu dérangeante, le personnage est au milieu du plan, le fait qu'il utilise souvent les mêmes focales, principalement des longues focales. Donc, pour le coup, l'antithèse de Kubrick utilisait principalement des courtes, mais cette idée de formes, de motifs qui vont se répéter, qui vont être travaillés dans la répétition, comme les travelling avant et arrière dans Barry Lyndon, pour ne citer que cet exemple-là, de toute évidence, c'est un Kubrickien, ce mec-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que... Il le dit peut-être en interview. Peut-être il le dit en interview. Sauf que il m'a fallu une bonne journée de réflexion pour le voir. C'est-à-dire que depuis que j'ai eu cette réflexion-là, je revois les plans dans ma tête et je me dis, putain, il y a du Kubrick absolument partout. Sur le moment, tu t'en rends pas compte. Parce qu'encore une fois, c'est digéré et c'est remodelé. Et parce que c'est pas de la citation. C'est ça, le gars a pas 30 piges. Il a déjà une façon de s'approprier. Exactement, il s'approprie la grammaire des autres pour en faire la sienne, avec une efficacité qui est absolument redoutable. Il y a du Sam Raimi, il y a du Sam Raimi beaucoup. Bien sûr. Moi, du Drag Me to Hell de ouf. Mais c'est marrant de ce que tu dis, parce que pour moi, justement, un premier film, tu peux pas avoir autant digéré tes influences et faire ta propre ADN avec ton premier, justement. Il y a des Boy Genius. Si, oui, il y en a, mais c'est juste que c'est encore très visible. Tu vois, t'es pas obligé de revoir le film une deuxième fois pour le décortiquer, quoi. Il suffit d'y repenser et tout de suite les trucs te sautent à la tronche. Moi, ce que je voudrais dire, pour conclure, et dans la foulée de ce que dit Sophie, et en repensant au film et en rebondissant sur ce que dit Alexis, moi, ce que je trouve incroyable, c'est la palette.
c'est la palette d'effets horrifiques qui, encore une fois, je veux dire, Alexis parlait de longue focale, Sophie parlait de l'arrière-plan flou, il y a effectivement la symétrie, l'immobilité, il y a parfois, encore une fois, les apparitions étranges en hors-champ, parfois c'est, en arrière-plan, parfois c'est des bruits qui sortent du hors-champ, enfin je veux dire, il y a là-dedans, il y a vraiment une quantité, je veux dire, de travail et de ressources pour provoquer l'anxiété, la peur, etc., qui est immense et qui, surtout, est toujours utilisé à bon escient. C'est-à-dire que ça marche, il n'y en a pas trop. C'est pas ces films d'horreur un peu paresseux où, à un moment donné, on vous fait passer un truc, voilà, il y a une porte au fond et il y a quelqu'un qui passe en temps... Voilà. Bon, ça, on l'a vu 150 fois, et quand tu l'utilises 3 fois, il y en aura le bol. Et Curry Barker, quand il utilise de l'arrière-plan, il utilise toujours, en plus je pense qu'il utilise des trucs tournés à l'envers, je sais pas comment il fait, mais enfin c'est à chaque fois ça tape juste, c'est-à-dire qu'il sait exactement doser ses effets, et ça force le respect. Il y a pas de pas d'autre. J'ai envie de dire un home run quand même, mais ça m'énerve parce que Simon il l'a pas vu. Oui. Oh, mais alors je vous annonce, juste par troll, c'est de la merde. Oh non, en plus non, pas du tout. Moi, depuis que tu en as parlé, j'étais déjà très curieux du film. Les premières bandes annonces m'ont beaucoup excité. Donc, tu autorises le home run? Je vous autorise évidemment le home run, et vous savez quoi? Je vous autorise le home run. Je vous ai compris. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Au curry. Si vous êtes intéressé par le film, avant d'aller le voir, vous voulez en apprendre plus, donc on a pu avoir la chance de s'entretenir avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que chacun a un peu ses tropes d'intervieweur, on va dire. Sophie, elle va vraiment être dans essayer de décortiquer le fond du film. Là où moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de comment le film a pu naître, ce qui est l'envers du décor, etc. Du coup, on a fait une interview à deux où c'est vraiment les deux. C'était vraiment ce ping-pong là qu'on avait. Pas du tout les mêmes questions. Non, pas du tout les mêmes questions, mais du coup, ça fournit un entretien où il raconte vraiment autant ce qu'il a voulu raconter avec ce film-là que comment il est passé de YouTube à faire un premier long professionnel. Et du coup, on a une grosse demi-heure, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est globalement une interview dont on peut être assez content. Et bravo Alexis pour le doublage. Ah bah je vous en prie. Et en même temps, une interview à deux, vous poseriez les deux mêmes questions, ce serait très gênant. Ce serait gênant. Allez donc voir Obsession de Curry Barker avec Michael Jackson et Inde Navarrete, et vous pourrez nous dire si vous voulez plutôt faire un vœu pour vous taper la collègue de vos rêves ou faire un vœu pour que Simon se lave les dents le matin à Cannes avant d'aller en projection. Moi, je fais le deuxième vœu. Et comment ça peut mal tourner du coup? Il se lave trop les dents et il vient avec sa brosse à dents. Je lave les dents de tout le monde, tu sais. tu dors et je te réveille, genre. Incroyable. C'est dans l'esprit du film. Et c'est pas mes dents, mais c'est pas ma brosse. Mais c'est surtout pas une brosse à dents. C'était très bien, c'était parfait, c'était très bien. Alors très bien. Il en reste un peu plus, on vous le laisse. Arthur. Oui, j'ai fait une exposition qui me faisait, que je lorgnais depuis quelques temps maintenant, mais je l'ai faite en famille. Et c'est important que je le dise parce que je pense que si vous êtes un grand amateur de jeux vidéo ou de musique, l'exposition sur la musique de jeux vidéo à la Philharmonie de Paris peut vous paraître un peu frustrante dans le sens où c'est une expo expérience, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux à tester, il y a beaucoup de bornes d'arcade, d'écrans, etc. Plus qu'une vraie exploration de l'histoire de comment on est passé à la musique fait avec 3 câbles, à d'un seul coup des grandes épopées, etc. Il n'empêche que quand on y va à plusieurs et qu'on y va dans cette optique-là d'essayer de découvrir, de comprendre l'évolution, etc., c'est plutôt bien ficelé, c'est plutôt intéressant, il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Il y a un truc, moi, qui m'a vraiment marqué, parce que bon, il y a beaucoup d'Ubisoft, on se demande bien pourquoi, mais il y a un moment dans l'écran géant, si vous regardez, où on va vous montrer tous les éléments sonores que contiennent une simple séquence de gameplay en l'occurrence Assassin's Creed Shadows, et donc ça montre le bruitage, les effets sonores, la musique, les dialogues et comment tout se fusionne. Bref, c'est assez malin. Donc c'est une exposition qui n'est pas une exposition traditionnelle, où vous pouvez littéralement jouer à une vingtaine de jeux, je pense, minimum, mais que je vous encourage à essayer. C'est à la Philharmonie de Paris et c'est jusqu'à fin juillet, si je me trompe pas, ou peut-être même un peu plus loin, mais voilà, sur la musique de jeux vidéo. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Pas d'épisode actu, pas d'épisode patrimoine cette semaine, puisque nous partons à Cannes mardi. Mais, nous avons reçu ce mail au 3615 d'entrecage au singulier à gmail.com. Je ne peux pas m'empêcher de le partager avec vous parce que c'est un mail de Jean-Patrick Patoche Doubidou.
Ah, le fameux Jean-Patrick Oui, mais Patoche. c'est un mail de Jean-Patrick Patoche Doubidou, jpp.doubidou avec un T à la fin, @gmail.com. C'est-à-dire que c'est un vrai mail de Jean-Patrick Patoche Doubidou. C'est-à-dire que vraiment Jean-Patrick Patoche. Jusque-là, c'était pas des vrais mails Là, on est sûr. Allez. Là, on est sûr. Là, on est sûr. Et je vais vous le lire parce que Il y a quelqu'un qui s'est créé un mail comme ça, vraiment, Donc, nos Jean-Patrick abonnés Patoche ont du Doubidou. talent. Bonjour, cher réalisé sans trucage, sans espace, tout attaché. Je m'appelle Jean-Patrick Patoche Doubidou, avec un T. J'ai récemment découvert votre podcast grâce à mon frère Jean-François François, qui vous écoute régulièrement. Je souhaiterais en premier lieu revenir sur les rumeurs qui circulent au sujet de notre famille dans votre émission. Tout d'abord, nous ne sommes pas tous à la retraite. Alors, en l'occurrence, moi je suis retraité depuis 2 ans, mais j'ai un cousin dans le Doubs qui lui est au chômage. Ensuite, contrairement à ce que laisse penser notre nom de famille, nous avons le ventre dur bien rempli. Ma femme a cuisiné le mois dernier, outre des pâtes au pesto, un excellent gratin de foie de morue au sauterne. Elle y ajoute quand même une bonne louche de cognac, sinon c'est fade. Toutefois, je ne vous tiens pas rigueur de ces approximations, car depuis que la lumière est sur les Doubidous, nous avons été contactés par Steven Spielberg pour écrire le scénario de son prochain film, un biopic sur Findus, son poisson rouge, qui apparemment est un grand fan de Devdas. De Devdas Mais il connaît les chorégraphies par cœur. Ma question pour vous est la suivante. Vous avez chacun évoqué vos expériences, projets et envies liées à la création cinématographique. Sophie en tant que scénariste, Alexis comme réalisateur, Nicolas et Simon qui nous parlait d'un projet de réalisation en duo et enfin Arthur, acteur dans un polar chilien sur la pêche à la mouche. Oui. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vos expériences passées, vos joies et vos difficultés? Où en êtes-vous aujourd'hui? Avez-vous des projets en cours ou en réflexion? Amicalement, Jean-Patrick Patoche Doubidou. Bah déjà on l'embrasse. Déjà on embrasse toute la famille. Toute la famille. Est-ce que toute la famille? Ils sont nombreux. Hein. Est-ce que toute la famille? On embrasse au moins Jean-François François. Oui, au moins Jean-François François. Chantal et Chantal JPP aussi. Ouais. Du coup. Mais peut-être qu'il faudra qu'on en discute. Alors déjà, peut-être qu'on peut le révéler. Moi j'ai comme projet la production d'un biopic sous forme de série de la famille Doubidou sur TikTok. En combien d'épisodes? 7000. Très bien. C'est une grande famille. Mais 2 saisons seulement. La famille Doubidou is real. C'est une réalité. Elle existe vraiment. Je tiens à signaler que nous avons reçu d'autres messages signés Doubidou au 3615. Il est en train de notre adresse que JPP. Il est en train de se Mais on va pas tous les révéler maintenant. Non, pas tous. Non, on en regarde un peu. Il y a des gens qui sont nés Doubidou. Il y a qui ont changé de nom de famille. Mais c'est une grande famille qui nous écoute. C'est une famille à laquelle nous voudrions rendre hommage. Et surtout, on embrasse très très fort Jean-Patrick Patoche. On répondra à son mail peut-être dans une émission un peu plus consacrée, on fera peut-être une spéciale Doubidou. Oh putain. Peut-être qu'on pourra... C'est le traquenard. FAD, une foire au Doubidou. Une foire au Doubidou. Incroyable. Il est temps de conclure, les amis. On est déjà très fatigués. Pour Cannes, je vous rappelle que le 3615 reste ouvert à vos questions sur le festival. Nous essaierons d'en prendre une par jour si nous pouvons, si vous nous écrivez. Nous en prendrons une par jour, max. Max et pas parce qu'on n'a pas fini sinon. Hein. Pas Une question sur oui. Cannes. Voilà. Si c'est plutôt une remarque, on la prendra pas. Non. Pour ça, il y a les DM de Simon Rio si vous voulez. Mon Dieu. D'ici là, on vous embrasse bien fort. On se retrouve mardi soir pour débriefer la cérémonie et le film d'ouverture. Souhaitez-nous bonne chance. On vous aime beaucoup, beaucoup trop. Bye les amis et gloire au Doubidou. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13 minutes. Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.